Alors, bienvenue au deuxième épisode du Parle Partout podcast. Aujourd'hui, Simon et moi, on a reçu Julien et Ricky Lynn, deux intervenants dans le milieu social qui ont travaillé pendant plusieurs années dans les communautés autochtones du nord du Québec. Ce qui était important pour nous de les inviter ici, c'était parce qu'on voulait avoir une perspective vraiment autre d'une communauté qu'on voit nulle part habituellement, qui est vraiment isolée physiquement, mais aussi socialement. Et ils sont venus donner une perspective qui leur était totalement personnelle. Ils nous l'ont dit plusieurs fois qu'ils voulaient pas que ça soit pris comme la vérité pure. C'était vraiment leur histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Exactement. On a eu la chance d'avoir une rencontre très authentique dans laquelle nos deux invités nous ont partagé leur choc culturel, leurs diverses expériences et comment est-ce que cette expérience leur a permis d'avancer dans leur carrière, puis qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus les individus qu'ils sont. Pardonnez-moi. Mais une des plus belles rencontres qu'on a eues jusqu'à maintenant. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter cet deuxième épisode du podcast Parle Partout. Bonne écoute. Donc, excuse-moi, tu disais... Mais je disais dans le fond que les Inuits, les communautés sont considérées comme des municipalités, comme mettons Montréal, Laval, peu importe, ils font partie des regroupements de municipalités. Ce qui n'est pas le cas avec, mettons, les réserves autochtones, justement. Fait que le gouvernement a l'obligation de desservir tout ce qui est au niveau de l'éducation, des soins de santé, des choses comme ça. C'est le gouvernement du Québec qui est obligé de chapeauter ça parce qu'il y a eu une entente qui a été signée pour l'accès au territoire, pour des ressources, des choses comme ça. Le détail exact, je ne le connais pas. Là. Puis je ne sais pas si c'était dans... Parce qu'il y a plusieurs traités. Là, la Convention de la baie James. Oui, tu as la Convention de la baie James. Okay. Tu as des choses comme ça, mais ça, c'est vraiment un aspect que je contrôle moins. Là. Comme je sais que Pouvernito n'a pas signé la Convention de la baie James, tandis que les autres villages de la baie du Son, la majorité l'a signé. Ouais. Puis ça, c'était comme pour léguer un peu des terres en condition de... avoir des services, des choses comme ça. OK. Fait que c'est ça qui est quand même... Si je ne me trompe pas, les barrages hydroélectriques, là aussi, là, il y a comme quelque chose... Mais ça, c'est vraiment plus loin dans l'histoire. Ouais. Fait que ça, à la place de dire n'importe quoi, on va juste répondre. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ben, on va faire une petite intro vite fait. Oh, ouais. Donc, mais non, c'était vraiment très, très cool. Je te le répéterai si tu n'as pas enregistré. Non, mais on a déjà commencé. On a déjà commencé. Parfait. Je voulais juste te laisser terminer avant de commencer. Ben, je voulais juste d'abord vous remercier d'être ici au nom du Forum des Affaires mondiales d'HEC Montréal, de moi-même et de Simon. Merci. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Merci. Donc, Ricky, Julien, on voulait vous inviter pour parler vraiment juste de votre expérience personnelle en tant qu'intervenant dans les communautés isolées du nord du Québec. Et le but ici, c'est vraiment pas d'en faire une étude de cas ou de dire que c'est ça la vérité. On se concentre sur ce que vous avez vécu. Vous nous parlez de votre expérience du mieux que vous pouvez, de ce que vous voulez discuter. Puis, on va voir jusqu'à ça on va, mais c'est vraiment pas on prétend pas être avoir la vérité sur. C'est parfait. Okay? Donc vous sentez-vous à l'aise. On va commencer de façon très abrégée ou simpliste, on veut dire. Juste qui êtes-vous? Et si on peut juste voir c'est qui votre bagage et ainsi de suite. Et pourquoi vous êtes allé là. Honneur aux dames, allons-y. OK, bon. Qui je suis? Ricky Lynn. Salut. Ricky Wungya. Ça veut dire en Inuktitut, je m'appelle Ricky. My God, le Nord. Moi, le Nord, ça a commencé en 2012. Je reçois un appel d'une de mes amies que ça fait 2-3 ans qu'elle travaille là. Puis elle me dit, j'ai besoin de quelqu'un pour accompagner un jeune en vacances de Noël dans sa communauté à Piovi, à Pouvernitouk, Piovi comme il l'appelle. T'es-tu libre dans 2 semaines? Ouais, why not? Fait que j'y prends du temps off de ma job au communautaire à l'époque, puis je décide de monter.
J'ai aucune idée à quoi m'attendre en plein mois de décembre dans le nord du Québec. Tout ce que je sais, c'est qu'il va probablement faire froid. J'ai besoin d'un grand manteau. Je débarque là avec le jeune que ça doit faire 3 heures que je connais parce que le vol a duré 3 heures. Et je débarque, c'est ça, à Pauvernitout, décembre 2012. J'ai resté là une semaine sans trop voir la communauté parce que, bon, en tant que Blanche qui débarque dans la communauté, j'osais pas trop, j'avais peur du froid. C'est un peu intimidant, tu sais, quand on débarque, là. Mais ce que j'ai vu, ça m'a vraiment interpellée. Je trouvais ça fascinant. Je trouvais fascinant de me faire appeler puis de me faire dire à l'époque, OK, là, c'est le 1er janvier, reste à l'intérieur, tout le monde va tirer du fusil sur son perron pour comme le gunshot, pour comme célébrer la nouvelle année. Je suis comme, oh my God, où est-ce que je me trouve? OK, puis tout ce que je me souviens à l'époque, c'est d'avoir filmé ça par la fenêtre de mon transit, donc la maison qui m'avait prêté. Puis, ouais, je pars le lendemain, après avoir aussi participé à un Candy Drop. Donc, Candy Drop, ils font ça à chaque année, encore le 1er janvier. J'ai été gâtée ce séjour-là. Ils sont sur le toit de la coop, l'épicerie, et ils lancent des cadeaux, des paquets de cigarettes. Puis toute la communauté est réunie et les gens, tu sais, se ruent pour attraper les cadeaux. Puis tout ce que je me souviens, écoute, c'est très imagé. Je savais pas si j'avais le droit, moi, de ramasser les cadeaux. Ouais. J'osais pas, fait que je préférais juste observer puis vivre l'expérience que je... Mais tu sais, en tout cas, moi, je viens de Laval, hein. On faisait pas ça à Laval, là. Fait que, Fabertown represent. Fait que je suis là. Puis là, il y a un paquet de cigarettes qui tombe à mes pieds. Je fumais pas à l'époque. Puis là, tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a un petit garçon qui commence à courir, qui devait avoir à peu près 10 ans, qui s'en vient, qui saute sur le paquet de cigarettes. Puis c'est vraiment, là, ça a été un tackle. Oui, il y avait une elder, une dame plus âgée qui a comme sauté par-dessus, puis là, un autre, puis un autre, puis un autre. Puis c'est vraiment un tackle de football. Puis là, tout le monde tout le monde se rue sur le paquet de cigarettes. Puis bref, c'était comme la bagarre, mais tu sais, c'était le jeu. Une vraie bagarre. Non, c'était le jeu. Bref, fait que ça, c'était mon premier Candy Drop. Je quitte le lendemain. Ça, c'est à chaque 1er janvier. Oui. Ils font ça dans le temps des fêtes, Ben, c'est des traditions de moi. C'est cool. Mais il y en a des communautés qui le font par avion aussi. À Coudjouac, je sais que c'est fait par avion. Wow. Que ça a été fait par Johnny May. C'est une longue tradition. Johnny May a été pendant longtemps, si je me trompe pas, un des premiers pilotes d'avion Inuk. Hein, parce qu'on dit un Inuk, des Inuits. Donc, c'est ça. Mais bref, je repars le lendemain dans l'avion pour Montréal avec ces images-là, avec cette langue-là, avec les Inuktitut. Puis j'ai recommencé à faire des séjours comme ça jusqu'en 2016. Je faisais une semaine l'hiver, une semaine l'été. Puis à chaque fois que je partais, j'étais « Oh my God, faut que je remonte. Je devrais-tu lâcher ma job? Je devrais-tu aller travailler là-bas? » Puis cette espèce d'hantise qui revenait. Puis après mon séjour l'hiver 2016, quand je suis revenue au sud, à Montréal, j'ai appliqué et j'ai été engagée. Fait que je suis montée en mai 2016. À la base, c'est quoi ta formation? Moi, je suis intervenante en délinquance. OK. Ouais, je suis technicienne. Okay. Fait que quand je suis montée là-bas, j'étais intervenante sociale auprès des jeunes. Super. Ouais. Tu avais déjà un bagage similaire au rôle qu'on te demandait de faire? Plus ou moins? Oui et non. Non, parce que j'ai été travailleuse de rue, j'ai été coordo de services de prévention en santé sexuelle au communautaire, mais j'ai travaillé beaucoup avec les enfants, avec la famille, fait que je me suis un peu dénaturée de mon rôle auquel j'étais habituée parce que je voulais donc vivre cette expérience-là professionnelle et culturelle. Ouais. Super. Toi, Julien? Ouais, moi, mon nom, c'est Julien. Je suis psychoéducateur. Ma formation, dans le fond, mon expérience de travail de base, c'est beaucoup en centre jeunesse,
à Montréal, travailler avec les jeunes contrevenants, jeunes en protection de la jeunesse, troubles de comportement. J'ai travaillé aussi en CLSC, l'équipe pour ce qui est appelé crise ado-famille enfance, qui est comme des équipes de crise au niveau du CLSC. C'est les grosses expériences de travail que j'avais avant de monter au Nord. Puis, dans le fond, j'avais côtoyé des Inuits parce qu'on avait des jeunes hébergés en LSJPA, ce qui est des jeunes contrevenants, dans le fond, qui étaient hébergés dans mon centre de réadaptation. Dans mon centre, il ne m'appartient pas, mais où est-ce que je travaillais. Le centre de réadaptation où est-ce que je travaillais, on recevait les jeunes Inuits en jeunes contrevenants. Donc, j'avais été exposé un peu à la réalité à ce moment-là. Puis, c'est en 2016 là, que je suis monté au Nord jusqu'à la fin de 2018, où j'ai travaillé pour la DPJ à la fois évaluation-orientation, mais aussi avec les jeunes contrevenants comme délégué jeunesse. Donc, c'est un peu ça, là, mon background de travail. Et disons, pour Ricky, c'était un peu par étapes, là. Tu as une semaine là, une semaine là. Ouais. Toi, est-ce que ça a été une fois? Ça a été un coup. Ouais. Puis en fait, depuis que j'ai commencé mes études, j'ai toujours eu un intérêt pour les communautés autochtones. J'ai toujours voulu essayer de contribuer, d'aider, d'essayer de comprendre la réalité dans laquelle ils étaient. Ça m'a permis, quand je travaillais au Centre jeunesse, justement, de côtoyer un peu les jeunes Inuits. Ce qui me retenait, c'est que je me disais que je voulais pas aller là-bas en n'ayant pas beaucoup d'expérience. J'étais un peu intimidé par le défi que ça pouvait représenter. Fait que je voulais aller là-bas pour faire les bonnes choses, puis je voulais être outillé pour le faire. Fait que ça m'a pris du temps avant de l'essayer. Puis c'est vraiment sur un coup de tête. Je vais m'en rappeler pas mal toute ma vie. Je pense que c'est le 26 décembre environ. OK. C'est une de mes collègues, on était à Cité des Prairies, en centre jeunesse. Elle est rentrée dans mon bureau, puis elle m'a dit « Hey, je m'en vais à Pouvernitouk. » OK. T'en vas là quand? Elle dit « Dans 2 semaines. » Elle dit « Pourquoi tu viens pas avec moi? » Je dis « Ben là, je sais pas. Là. » Elle dit « Ben, je sais que t'aimerais ça. Là. Fait que arrête de niaiser. Là. Je vais te donner les coordonnées, puis envoie-les. » Je dis « Ben, laisse-moi penser à ça, puis je te reviens. » Le soir, je pense à ça. Le lendemain, j'y ai écrit. Elle m'a donné les coordonnées. J'ai envoyé mon CV, puis la démarche était entamée. Puis c'est ça. Je suis arrivé en avril 2016 au Nord. J'ai quitté novembre 2018. Fait que je l'ai fait pendant 2 ans et demi à peu près, là, presque 3 ans. Fait que c'est comme ça que le Nord s'est invité dans ma vie. Oh là. Puis, je pense qu'on en a un peu parlé, toi et moi, mais le sentiment d'appartenance ou de sentir qu'on est le bienvenu dans une communauté qui est si petite et qui doit être si rapprochée. Comment est-ce que tu appréhendais ça avant d'arriver là-bas? Ben, un peu innocemment, là, j'imagine, là, dans le sens où moi, je le voyais au début comme une expérience de vie, un défi, des choses comme ça. Puis j'avais quand même voyagé beaucoup avant cette expérience-là, mais ça m'a fait rire tantôt quand Ricky a parlé de sa première arrivée au Nord. Parce que ma première arrivée au Nord, c'était en avril. Je me rappelle, il faisait gros soleil, une belle neige. C'était beau, mais t'arrives en avion, puis c'est un tout petit village. T'arrives avec l'avion, puis t'as l'impression de débarquer sur la Lune. Puis là, j'étais comme, OK, c'est quoi ça? Là, j'étais comme partagé entre un stress vraiment positif de je suis content, il y a un petit thrill, puis OK, là, je suis là. Puis tu le sais que tu peux pas quitter si tu reprends pas l'avion. Fait que, tu sais, je faisais un stretch de 3 mois. Puis là, j'étais OK, je suis là pour 3 mois. Puis j'ai toujours cru que j'avais un bon sens de l'orientation. Sauf que je me suis rendu compte à ce moment-là, non, parce que quand ils m'ont amené dans le village faire le tour, j'étais tellement perdu. Mes repères étaient chamboulés de A à Z. C'était incroyable. Les maisons se ressemblent. Mais ouais. Ah, j'adore. Ouais. C'était comme si tu m'avais pris, tu m'avais bandé les yeux, fait faire 3-4 tours, j'étais mêlé comme un jeu de cartes. C'était gênant. Mais j'ai vraiment apprécié. Puis même si je travaillais pour la DPJ, honnêtement, les Inuits, je trouve que c'est un peuple qui est ultra accueillant. Ils ont leur méfiance, avec raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des allers-retours. Il y en a qui arrivent, ils s'en vont, ils reviennent
Ils sont habitués à créer des liens puis à devoir les rompre éventuellement. Ils savent que c'est éphémère, c'est passager. Fait que veulent pas, sont méfiants par rapport à ça dans cette optique-là. Ouais. Mais ils te rendent bien quand même le fait qu'ils t'accueillent, sont quand même chaleureux. Puis même si l'instance de la DPJ, elle a quand même quelque chose de menaçant pour eux parce que la DPJ en soi, c'est un regard très intrusif dans leur vie. Ben, ils sont capables des fois de faire la part des choses entre la fonction que tu as et la personne que tu es. Fait qu'ils te rendent quand même bien. Ils te rendent quand même bien ça. Puis moi, j'ai trouvé que c'était quand même relativement très facile de s'intégrer à la communauté. Je trouve que c'est des gens qui sont très chaleureux, sont accueillants. Puis, pour vous donner une petite anecdote qui va vous donner à quel point on peut se sentir rapidement intégré dans le groupe. T'sais, ça faisait 2 ans que j'étais au nord. Mon village, moi, c'est Pouvernitouk. Tu me parles du nord, moi, c'est Pouvernitouk. C'est rien d'autre. Si j'ai retourné dans le nord un jour, ça va être Pouvernitouk. Je veux rien savoir des autres villages. Okay. Puis, dans une de mes fonctions, un moment donné, j'étais à Salouette fallait que j'assiste à de la cour criminelle à Salouette. Okay. Puis, il y a une Inuk on parle, puis elle me dit qu'elle vient de Piouvie. Ben, moi, j'ai dit, hey, moi aussi. Elle est partie à rire, étant clairement, tu viens pas de Piouvie. Elle fait 2 ans que j'habite là, je viens de là. Des vrais. Fait que le sentiment d'appartenance au village, je pense qu'il se crée rapidement, puis il est réel. Oui. Puis entre villages, ils ont aussi une fierté de chacun de leur village. Oui. Puis il y a une méfiance entre villages aussi. Moi, je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai pas vécu le même genre d'accueil que toi, là, mais non. Moi, mon premier jour, je me souviens, puis je vais la nommer Mary, je pense à toi. Mary, ma collègue, ma nouvelle collègue, moi, je débarque de l'avion, puis je m'étais fait kidnapper, entre guillemets, par un de mes amis qui est devenu mon collègue. Il dit, ouais, là, on t'amène au bureau, tu vas pas rester à ton appartement tout seul. Puis là, il me fait faire la tournée, puis Mary qui me dit, en anglais, t'es Ricky, toi? Combien de temps tu vas rester, toi? Puis là, je me suis dit, j'ai eu la gâchette facile, mais je dis, aussi longtemps que vous voulez, tu sais, I'll stay as long as you guys want me here. C'est ce que j'avais dit, tu sais, que je vais rester aussi longtemps que vous voulez. Mais, tu sais, pour un peu faire du pouce sur ce que Julien dit, moi, je trouve que ils sont très accueillants. Il y a une méfiance qui se crée parce que, bon, moi aussi, j'étais à Pouvernitouk. Mais le Pouvernitouk, c'est la plaque tournante. C'est où est-ce qu'il y a l'hôpital, c'est là où est-ce que le jet, le gros avion débarque. Et après ça, c'est des petits avions qui vont... Ouais. C'est ça, qui vont dans les autres villages. Fait qu'il y a un gros roulement d'employés, de Blancs, de Halunat, qui nous appellent les Blancs. Donc, il y a une certaine méfiance, mais c'est pas de la... Comment je pourrais dire? C'est pas de la... Ben, c'est pas de la mauvaise méfiance. Non, moi, je trouve que c'est de la méfiance qui est fondée. Oui, c'est par expérience. Ben, c'est par expérience. Puis la façon que moi, je l'ai vu, c'est... Faut que tu gagnes tes galons. Oui, si tu nous prouves que tu es ici pour les bonnes raisons puis que tu es une personne envers qui on peut faire confiance, on va te faire confiance, pas aveuglément, mais ici, tu réussis à les convaincre. Après ça... c'est en quelque sorte un peu acquis, dans le sens de... Une fois qu'ils t'aiment... Une fois qu'ils t'apprécient, c'est un petit peu comme pour la vie, tu sais, en quelque sorte. Ouais. Dès qu'ils t'ouvrent, dès que tu arrives à gagner leur confiance, puis on s'entend, tu sais, c'est un peuple que c'est chasseurs, tu sais, des hunter-gatherers depuis des millénaires. Le senti, là, si t'es pas solide dans tes bottines, si t'es pas intègre, si t'es pas vrai, ils te sentent venir à 10 000 à l'heure. Tu sais, quand t'es intègre, quand t'es vrai, puis ce que tu apportes, c'est sincère, puis quand tu arrives à gagner leur confiance, ils t'aiment, là. Mais ils t'aiment, là. Tu sais, ça arrive pas à Montréal que tu vas à l'épicerie en revenant de vacances puis tout le monde dit « Ricky, oh my God, hi, welcome back! » Tu sais, c'est... Bon, ils sont pas tous extravertis comme ça, sont plus low profile, mais il y en a, tu sais, qui « Hey, welcome back! » La bonne poignée de main, puis c'est comme « Oh, wow! » Tu sais, j'ai gagné leur respect. J'ai été capable de faire ma place malgré tout, malgré mon rôle, malgré la couleur de ma peau. Ça a l'air drôle à dire, mais parce qu'on est quand même une minorité visible dans le village. Tu sais, chose qu'on n'est pas habitué. Ben, je parle, hein, je suis blanche, j'ai une minorité, puis je suis pas habituée de jouer ce rôle.
Non. d'être dans Est-ce cette que ça a été un choc? position-là. Oui, justement, parce que je voulais savoir ça. Être passé de le mainstream Au dans outsider. Laval et être l'outsider comme exactement dans le Nord. J'ai envie de dire, ben pour ma part, non, parce que je voulais ça. OK. OK. Tu sais, je pense que je travaille dans le domaine, tu sais, je suis intervenante parce que je veux comprendre, tu sais, je veux comprendre la psychologie, je veux vivre des expériences, fait que je veux me mettre à la place. Tu sais, on parle beaucoup du white privilege, mais tu sais, je pense que c'est très... comment je peux dire ça? C'est une Mais en même expérience temps- que j'ai eue avec beaucoup d'humilité, d'être en minorité. Ouais. Puis j'ai apprécié. Ouais. J'ai vraiment apprécié, puis ça m'a permis de me trouver encore plus à l'aise, puis dans ce lâcher-prise. Ouais, so what? Je suis la seule blanche à l'épicerie en ce moment. OK. Tu sais, c'est correct. C'est ça, ouais. Mais je l'ai pas vraiment ressenti. OK. Dans un sens où, tu sais, même si on est minoritaire, en quelque sorte, ben, premièrement, ils ne nous le font pas tant sentir. Ça dépend comment t'es comme personne. Puis ça dépend tu sais, ce que tu fais, puis ça dépend ce que tu dégages. Tu sais, Ouais. si, comme elle a dit, si t'es pas intègre, si on a l'impression que t'es là pour les mauvaises raisons, mais en même temps, même en étant blanc là-bas, moi, je trouve que des fois, j'avais des privilèges sur les Inuits quand même Ah en oui, étant chez oui. eux. Tu sais, Ah je veux oui. dire, Ouais. c'est pour Ouais, ça c'était que malaisant, c'est pour ça, ça, ouais. c'est pour ça que je suis pas prête à dire que j'ai vécu la situation inverse que eux peuvent vivre. Fait que je suis pas prêt à dire que Effectivement. ça a été un choc dans l'optique où, ben, comme dans n'importe quel voyage où ce que tu arrives, tu parles pas la langue nécessairement de base au début, puis c'est plus de comprendre tous ces enjeux-là qui sont, tu sais, c'est culturellement parlant, il y a beaucoup de différences. Même si c'est au Québec, c'est vraiment deux mondes complètement parallèles. Fait que c'est de s'ajuster à ça qui était comme un petit peu un défi, mais oui, ils peuvent te le faire vivre dans certains commentaires, mais je l'ai pas senti comme... J'ai jamais senti de persécution à ce niveau-là, mais tu sais, c'est sûr que des fois, tu peux côtoyer quelqu'un qui peut te dire... tu sais, ça m'est arrivé là, de me faire passer des commentaires en référence à des éléments traumatiques qu'ils peuvent avoir vécu par le passé, Oui, mais c'est ça. c'était très circonstanciel. Fait Ouais. que je l'ai pas beaucoup vécu. Est-ce que vous seriez prêt à dire que dans la communauté où vous étiez, c'était plus fréquent de voir des Blancs que dans d'autres? Ouais. Ben, tu sais, nous, la façon que ça marche, le Nord, vite fait, c'est que c'est divisé en deux côtes. T'as la côte de la baie du Tson, puis t'as la côte de la baie d'Angava. Tout le monde connaît beaucoup Coudjouac. Tu sais, si on parle du Nord, les gens se réfèrent beaucoup à Coudjouac. Coudjouac, c'est la grosse ville de la baie d'Angava. OK. Puis, Pouvernitouk, c'est comme le village central de la baie du Tson. Fait que c'est là que se trouve l'hôpital pour la baie du Tson, comme Coudjouac, qui ont l'hôpital à Coudjouac, pour la baie d'Angava. Fait que tout ce qui est au niveau des infirmières, il y a plus d'infirmières, d'infirmiers, de médecins qui sont à Pouvernitouk. Il y a plus de services à même le village, fait qu'il y a plus de personnel blanc à Pouvernitouk, tandis que je pouvais aller dans d'autres villages où ce que tu vas avoir une personne des services sociaux, 2 personnes de la DPJ, les policiers. Fait que, t'sais, Une infirmière, une c'est infirmière, très peu, ouais. ben, quelques infirmières. Puis, fait que, ça se compte sur, mettons, une 10-15 de personnes blanches, tandis qu'à Pouvernitouk, on était à quoi, à 300 blancs, peut-être? 200-300. 200-300. Fait qu'à un moment donné, tu le vois moins Ouais. que quand t'es dans un petit village. Là. Je voulais savoir de quoi ça a l'air un briefing ou le training pour aller là-bas. Oh. Non, mais... Ouais, je vais faire attention à ce que je vais dire. non, mais... OK. Non, mais c'est pas Notre méchant. centre de santé, ben, le centre de santé pour lequel on travaillait, tu sais, c'est sûr qu'ils font leur possible. Tu sais, il y a un gros, tu sais, on se met en contexte qu'il y a un énorme roulement de personnel. La rétention est difficile parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Donc, si je me trompe pas, des trainings qui se font sous forme de 4... C'est une formule de 4-5 jours. Il y en a à peu 3 près jours. à 3 jours, 4. je pense. Ben, en tout cas, moi, c'était 2. Moi, j'ai manqué une journée, j'étais malade. Peut-être 3. OK. Anyways. Mais peu importe. T'sais, on parle pas de 2 semaines, là. Non, c'est Fait que, tu sais, il y en a beaucoup, parce qu'il y a énormément de un gens gros qui roulement. montent. Il y a un gros roulement. Il y a Fait des que gros besoins aussi. le training, ça a l'air de quoi?
c'est donné par une employée, dans le fond, blanche du Sud, là, je parle, hein, Montréal, ouais. et une Inuk. Ils essaient de jumeler, dans le fond, ils font un duo, où est-ce que, bon, ils parlent beaucoup de la culture, beaucoup de l'approche. On s'entend, là, la formation est donnée autant à des médecins, infirmières, intervenants de la DPJ, c'est un pêle-mêle de gens. Donc, il te parle de l'approche avec les gens, d'y aller en humilité, d'y aller humblement, dans le respect. Ils parlent aussi quoi amener dans tes bagages à la fin. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Okay. Ouais. Je vais me reprendre parce que j'ai vraiment l'air d'un gros ingrat. Mais en fait, pourquoi j'ai dit bof, c'est que, comme on a dit, c'est 2-3 jours. Puis, je suis très reconnaissant des 2-3 jours qu'ils nous donnent, mais c'est très exhaustif dans l'optique où tu as plusieurs corps de métier. Ils veulent te préparer tranquillement à ton arrivée là-bas. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent pas couvrir de A à Z. Puis, de toute façon, sincèrement, je pense pas qu'il y ait une formation, aussi longue soit-elle, qui peut te préparer mentalement à ce que tu vas vivre sur place. Puis, c'est pas tout le monde qui va le vivre de la même façon, de toute façon. C'est juste... Fait que, tu sais, tu as une formation de départ, tu mets ça dans ton baluchon, tu espères que ça va bien aller, puis ils essayent de t'accompagner du mieux qu'ils peuvent. Puis ils le font relativement bien, mais il y a une grosse partie qu'il faut que tu sois quand même débrouillard, parce que la réalité, c'est que quand tu vas arriver, ben, il y a beaucoup de besoins. T'es attendu de pied ferme dans le sens qu'ils ont hâte d'avoir du renfort. Fait que c'est pas les mêmes conditions d'intégration dans ton milieu de travail que tu vas avoir au Sud, où il y a quelqu'un qui va être en shadow, mettons, avec toi pendant un temps X, puis qui vont prendre le temps de te faire une intégration progressive. Un peu plus maintenant, si je peux me permettre, là, de ce que j'ai entendu, j'ai eu comme feedback, c'est que la charge de travail va être moins intense pour les nouveaux intervenants maintenant parce qu'il y a un souci, justement, de la rétention du personnel. C'est important. Oui, c'est important. Fait que, ils essaient de plus en plus. Ce que j'ai eu comme feedback de gens que je connais qui travaillent encore au Nord, que ça serait positif. Là. Il y aurait vraiment une incidence sur l'accueil qui est fait un peu plus longuement, mais au Nord cette fois-ci. Fait que c'est ça, parce qu'ils nous donnent la formation au Sud de quelques jours. Mais il y a aussi au Nord où est-ce qu'ils tentent de faire une orientation. Une immersion un peu. Oui, c'est ça. Mais là, je parle, tu sais, quand tu es intervenant social pour le service social ou des PJ, que c'est... Tu sais, je peux pas parler, moi, pour les infirmières ou les médecins, là, mais... Puis ça ressemblerait à... Bon, je sais pas qui veut commencer, mais votre quotidien, ça ressemblerait à quoi? Genre, on se lève à 8 heures, peut-être pas à 8 heures, même plus tôt. Non, c'est si t'as dormi. Ben, le quotidien, ça dépend tout le temps de ton corps de métier. Mais pour nous, mettons, ça pouvait être assez varié, tout dépendant. Quand j'étais à l'évaluation, orientation, tu sais, mettons, t'as tes journées de travail comme à Montréal, si tu veux. Tu as ton 9 à 5 de base, mais c'est qu'après ça, c'est que l'équipe se divise aussi tout ce qui est en termes de réseau d'urgence. Fait que le soir, tu as une personne de garde pour les services sociaux, tu as une personne de garde pour la DPJ, puis tous les appels sont centralisés à ces personnes-là. Fait qu'il y a une personne qui, après 9 à 5, va devoir assumer, dans le fond, les services de la DPJ pour la soirée au complet, la nuit au complet, jusqu'au lendemain matin. Puis à tour de rôle, les intervenants vont assumer un peu la garde. Oui. Puis ça dépend aussi de la grandeur de ton équipe parce que qui dit garde, rotation, ben t'espères d'avoir plus qu'un collègue pour faire la rotation. Des plus petits villages, ben on se le cachera pas. Tu sais, ça se peut que ça soit toi pendant un bout de temps qui fait la garde psychosociale, mais en temps normal, les chefs de service vont essayer aussi d'amener du renfort. Là. Ils laisseront pas la personne tout seul dans le village pour se débrouiller, comme on dit. Là. Puis ça pouvait dépendre aussi, comme je disais, ça dépend de ta fonction. Ouais. Quand j'étais à l'évaluation orientation, je restais à Pouvernitouk tout le long de mon stretch. Fait que
c'était un peu plus routinier, si je peux me permettre. Il y avait quelque chose d'un peu plus stable. Tandis que quand j'étais délégué jeunesse, on était 2 délégués pour couvrir les 7 villages de la côte. Fait que pour ça, il fallait qu'on couvre tous les cours criminels qu'il y avait pendant la période qu'on était là. Puis, il fallait qu'on assure les suivis avec les jeunes qu'on a dans les différents villages. Fait que, ma journée, des fois, ça pouvait être, je prends l'avion le matin, je m'en vais dans un autre village, j'essaie de passer quelques journées là, j'essaie de faire des suivis avec les gens qui sont là, les partenaires qu'on a pour faire les travaux communautaires, pour m'assurer que les suivis avec les services sociaux se passent bien. Aller rencontrer les parents des jeunes, m'assurer qu'ils sont satisfaits, il y a des choses qui sont mises en place, puis tout ça. Puis après ça, je revenais dans mon point central à Puvernito après quelques jours, des choses comme ça. Ça pouvait varier beaucoup en fonction de la fonction que tu avais. Ouais. Oui, puis tu sais, dans mon cas, moi, dans l'équipe dans laquelle je me trouvais, c'était bon, tu sais, 9 à 5, oui, mais non, dans le sens que, bon, tu rentres au travail au nord, là, et tu penses que ça va être tranquille. Okay. Puis, des fois, il est rendu 11h15 le matin, puis t'as encore ton coat sur le dos, t'as encore ton manteau parce que t'as juste couru comme jamais. Fait que t'es tout le temps en action. C'est ça. C'est parce que, dans le fond, la dynamique aussi au niveau de l'équipe, c'est que bon, tu sais, dans les décharges de cas, ben souvent, c'est que tu vas remplacer un collègue ou le collègue est en vacances ou il n'y a pas de collègue, c'est pas attribué à un intervenant, attitré à un intervenant. Fait que tu vas prendre la relève. Puis bon, beaucoup de coaching par les pairs. Fait que je me souviens, ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps au Nord, c'est que je me souviens dans mon premier stretch qu'on appelle, tu sais, mon premier séjour là en tant qu'employé à temps plein, je demande à quelqu'un, oh mon Dieu, mais t'as tellement l'air à ton affaire, tu sais, ça doit faire 2 ans. Moi? Mais non, ça fait 2 mois que je suis ici. OK! Wow! Elle dit, toi aussi, t'inquiète, les prénoms, tu vas être capable. Tu sais, tu vas pouvoir t'orienter dans le village. Fait que, tu sais, je pense que Julien, il n'est pas resté trop désorienté trop longtemps. En tout cas. Non, je me suis débrouillé après. Là. Mais, tu sais, c'est... Puis, moi, c'était le running gag après ça, tu sais, quand les nouveaux disaient « Ah, mon Dieu, mais Ricky, ça fait combien de temps? » Tu sais, bon, ça fait 6 mois, là. « Ah, mais tu vas voir, tu vas dire la même chose à quelqu'un dans 6 mois, là. » Tu sais, c'était... Ça va très vite. Oui, ça va vite. Ça va excessivement vite. Des fois, on faisait la blague, tu sais. Il y a quelqu'un qui venait d'arriver, puis là, il était un peu paniqué, puis on disait dans 2 semaines, tu seras plus à nouvelle. Fait que reste tranquille, ça va être correct. Là. Mais je pense que ça nous permettait, tu sais, c'était pas de balayer, c'était pas de banaliser, mais c'était de dire, OK, on va prendre ça à la légère, parce que si tu commences à te dire, oh non, il y a tout le temps des nouveaux, oh non, il faut tout le temps recommencer, ça va trop vite, tu sais, c'est facile de se laisser miner par ça. Fait que, c'est des ajustements. Beaucoup d'humour. Puis on le faisait à la blague beaucoup, parce que quand tu arrives au début, puis là, tu sais, il faut que tu ailles faire tes suivis avec tes familles. Là, tu te dis, cette personne-là, je vais à quel endroit? Puis là, ils disent, la 2e maison rouge sur le bord de l'eau, à telle place, la maison rouge. La voisine d'un tel. Là, t'es même la maison rouge. Il y a 4 couleurs de maison au nord. Elles sont vertes, bleues, rouges ou grises. Fait que là, t'es dans la maison rouge. OK. À côté de la coop, OK. Là, tu t'en vas à côté de la coop. Là, tu essaies d'écouter ce qu'elle t'a dit de check à coop, en diagonale, la maison 4 chambres rouge. Là, tu regardes. OK, je vais essayer celle-là. À un moment donné, tu finis par savoir. Les maisons rouges, tu sais qui habite où. Ouais. Tu connais les gens dans le village. Tu connais tu connais la dynamique, fait que c'est correct. Mais au début, la première fois, t'es comme, c'est sûr qu'il rit de moi, là. Je vais avoir n'importe où. Moi, j'ai intervenu avec la mauvaise famille pendant 2 mois. Non. Oui. Fait que je pensais que c'était mes clients. Puis dire... Ça, fallait peut-être pas que tu le dises. non, mais dans le sens que, écoute, on parle de désorienté. Bref, mais tu sais, écoute, l'humilité, l'erreur, ça arrive, on est humain. L'autodérision, c'est important. Mais écoute, ça, j'en ai. Mais tu sais, c'est ça, ça arrive. Tu mais ils te l'ont pas dit? Non, parce que c'était mes clients aussi, mais j'inversais les situations. Ah, OK. C'est moins pire. C'est ça. Mais non, on peut en parler. Puis, souvent, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui vont faire Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très verbaux. Tu sais, je fais un petit paquet de nerfs. Eux sont très smooth, très calmes en général. Fait que là, ils me regardaient et ils étaient
You talk too much. Puis je disais, oui, mais à longue, tu vas finir par m'aimer. Tu vas voir. Tu sais, puis il m'écoutait, puis OK. T'aimes? Terminé. Là, je faisais, ça veut dire oui. OK, puis on passait à autre chose, puis je m'en allais, tu sais. Fait que non, il me disait rien, puis c'est que je pense que c'est dans une conversation qu'ils m'ont dit à un moment donné, oui, OK, c'est le gars à côté, ça, mais tu sais, tu peux rentrer, là. Fait que, tu sais, ils sont pas très... tu sais, ici, ça n'aurait pas de bon sens. Tu sais, quelqu'un rentre chez vous, excuse-moi, de qui tu parles, va-t'en. Non, ouais, c'est ça se ferait pas. Fait que, puis, au Nord, on a oublié de le dire, c'est... Tu sais, tu vas visiter quelqu'un ou tu rentres chez quelqu'un. Écoute, tu peux cogner, mais tu risques de passer l'hiver là, à attendre dehors. Ouais. Tu cognes, tu rentres. Tu rentres, OK. Fait que des fois, tu vois des trucs que t'es comme « Oh, je vous dérange! » Tu sais, c'est OK, c'est ça. Okay. Sous tous les sens du terme. Puis des fois, tu fais « Oh, OK, il était peut-être temps que je vienne visiter. » Tu sais, ça va pas. Tu sais, la personne est triste ou elle a de la peine. Tu sais, fait que y a tout cet aspect-là aussi. Puis est-ce qu'à l'inverse, il y a certaines personnes qui sont déjà rentrées chez vous? Moi, non. Oui, parce que c'est ça. Moi, dans le fond... Je barre ma porte. Oui, mais l'immersion, dans le fond, tu sais, je pense que ça dépend des villages. Pour Vernitouk, tu as ce qu'on appelait la place Melrose. Tu avais une grande rue où est-ce qu'il y avait tous les logements... Ben, je vais le dire, plus neufs pour les employés de l'hôpital. Les employés de l'hôpital. Moi, j'habitais downtown, écoute, moi, je le dis parce que je suis fière, puis c'était le bordel là-dedans. La maison la plus vieille du village, parce que mon conjoint travaillait pour la commission scolaire. Fait qu'on habitait vraiment ailleurs, puis oui, ça arrivait que les gens rentraient, mais souvent, c'était le choc qui faisait... Oh, je m'excuse, mais c'est correct. Puis il fermait la porte, puis il s'en allait. Là, que... Je voulais savoir, tantôt tu parlais en anglais. Est-ce que c'est la langue d'usage là-bas ou c'est vraiment du cas par cas? C'est du cas par cas, mais nous, on travaille en anglais. Ouais. Puis je disais souvent... je veux pas généraliser parce que j'aime pas généraliser, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on se fait souvent dire tu sais, les Inuits parlent plus anglais et Inuktitut, leur langue natale, mais ils parlent très bien français, beaucoup. Fait que je disais souvent, tu sais, aux gens, faites attention. Si tu as quelque chose à ventiler que tu as vécu, parce que ça arrive, peu importe ton client, peu importe les gens avec qui tu travailles, fais attention à qui tu ventiles puis dans quelle langue tu le fais, parce que c'est pas parce que quelqu'un... C'est pas parce que tu parles en français que la personne, elle t'a pas entendu. Ou qu'il n'y a pas quelqu'un, un cousin ou une cousine qui l'a entendu qui va le dire. La confidentialité. Là. Je vais essayer de le dire parce que c'est quand même délicat de la façon que... C'est quand même un sujet délicat, mais leur langue, c'est l'Inuktitut. Ça, c'est leur langue vraiment qu'eux parlent entre eux au quotidien, sont élevés avec cette langue-là. Oui. Après ça, ils apprennent aussi le français puis l'anglais. La raison qu'on m'a expliquée, puis ça fait quand même du sens pour moi, ils priorisent l'anglais parce que historiquement, pour les Inuits du Nunavik, qui est au Québec, ils associent beaucoup le français avec des traumas du passé où ce que parce qu'il y a des traumas par le passé qui ont été vécus qui sont pas si lointains que ça par la communauté où quand on parle de... Il y a la SQ qui est débarquée dans les villages pour abattre les chiens de traîneau, pour sédentariser les villages, pour empêcher que les Inuits se déplacent davantage et tout ça. Fait que ça, c'est la SQ. Fait que pour eux, c'est l'homme francophone. Il y a aussi tout ce qui est au niveau religieux avec le catholicisme et tout ça, puis les écoles résidentielles de réforme et tout ça qui sont associées aussi beaucoup au français. Fait que pour eux, ils ont peut-être une méfiance supplémentaire envers le français. C'est de la façon qu'on me l'a expliqué. J'ai jamais vraiment pu le corroborer avec les Inuits à proprement dit, mais il y en a beaucoup qui le parlent quand même parce qu'ils le voient quand même comme une plus-value. Puis, tu sais, en même temps, je comprends leur compréhension parce que c'est dans ce qu'ils ont vécu puis c'est pas très lointain, mais si on y va avec un certain regard puis un certain recul, eux, ils vont fêter la fête du Canada, ils fêteront pas la Saint-Jean-Baptiste. Mais quand tu regardes la situation des Inuits at large au Canada, le Canada anglais a quand même fait aussi beaucoup de choses similaires, voire pire, aux Inuits aussi.
dans le même contexte. Fait que, tu sais, c'est une question de perception. C'est une question que eux, c'est comme ça qu'ils l'ont vu, puis qu'ils l'ont... fait que, tu sais, c'est correct, ils le voient de même, puis c'est pour ça que c'est l'anglais qui vient peut-être en priorité. Mais en même temps, puis c'est quand même assez d'adon, parce qu'on a aussi des collègues qui sont anglophones qui viennent travailler avec nous. Fait que ça devient un peu la langue internationale de discuter de discuter entre les Inuits, les intervenants, peu importe la personne. Là. Fait que c'est un peu les bases de la langue, là, je pense, qu'on pourrait se dire. Là. Si on vous parlait d'apprentissage de la langue, comment ça se passe, l'éducation là-bas? On en avait parlé brièvement au téléphone, tu nous avais dit que... Ben, l'école, la façon que c'est fait, c'est, tu sais, primaire, secondaire, c'est pas les mêmes... il n'est pas divisé de la même façon que, mettons, là, à Montréal ou à... dans notre communauté où est-ce qu'on a travaillé, parce que je sais dans les autres villages, je sais pas. Je vais parler pour Pouvernitouk, là. Une école. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais mettons, Pouvernitouk, jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans, jusqu'à l'âge de 9 ans, ils sont scolarisés à l'école primaire. Puis ça, c'est en Inuktitut, jusqu'à 9 ans. Okay. À partir de 10 ans, ils transfèrent à l'école qui est en face, qui est pour le secondaire, à proprement dit. Puis, ils font leur scolarisation en anglais puis en français, mais souvent, je pense pas que je me trompe, mais le français, il était offert particulièrement aux élèves qui avaient plus de facilité à l'école parce qu'ils apprenaient comme ça 2 langues en simultané, tandis que quelqu'un qui avait un petit peu plus de difficulté, il voulait qu'il se concentre à ses matières et à tout ça, mais en anglais. Fait que c'est comme si l'éducation est divisée en deux, mais pas comme nous on connaît de primaire, secondaire. C'est vraiment 0-9, ben pas 0, mais jusqu'à 9 ans, puis après 9 ans. Puis, il commence à 4 ans à l'école aussi. OK. Ouais. 4. Est-ce que c'est les mêmes cours qu'on va avoir ici? Le curriculum, si je me trompe pas, oui. Sauf qu'ils ont... ils n'ont pas les mêmes conditions d'apprentissage. Non, c'est ça. Non, mais le même temps, juste les cours en tant que tels. Je sais qu'ils ont des cours, en plus des Inuktitut, ils ont des cours culturels aussi. Là, pour, il y a des élèves aussi qui ont la chance de pouvoir aller on the land, comme on appelle, là, dans la toundra, faire des expéditions aussi. Mais ça, c'est pas tous les élèves, c'est les élèves qui sont méritants. Parce qu'on parle d'expéditions qui sont assez loin sur la toundra, des jours d'expédition là, qui partent là, avec des enseignants là, des accompagnateurs. Fait que c'est sûr que si des élèves qui sont moins, un peu plus turbulents, quoique ça s'est vu aussi des jeunes qui étaient un peu plus rock'n'roll qui sont partis en Irlande, ça a eu vraiment un impact bénéfique. Ça, c'est un tout autre sujet. Ouais, vraiment, là. Parce que, bon, tu sais, les Inuits, je trouve que pour les avoir vus sur la toundra, tu sais... Ils sont fantastiques sur la toundra. Tu comprends tout le bagage génétique et culturel puis la tranquillité d'esprit qu'ils peuvent avoir, là, malgré le fait qu'ils peuvent avoir eu des difficultés. Là, ils sont juste sont en paix là, avec eux. Là. Mais bref, fait que c'est ça. Il y a je pense qu'il y a ça, puis des cours de... Si je me trompe pas, je pense que les filles ont aussi des cours au niveau plus traditionnel, la couture. Okay. Est-ce que c'est eux qui sont maîtres du curriculum ou c'est le ministère de l'Éducation? C'est le ministère de l'Éducation, mais il est ajusté quand même. Je pense qu'ils ont leur propre commission scolaire aussi. Donc, cette commission scolaire-là chapeaute au complet le Nunavik, mais c'est basé à Coudjouac. Puis il y a des bureaux aussi à Montréal. Moi, ce que je déplore, par contre, c'est... puis je m'excuse si je me trompe d'avance, mais ce que je déplore, mais je sais que c'est déploré par les gens au nord aussi, dont par les Inuits, c'est que c'est pas facile pour les jeunes de poursuivre, de garder leur motivation scolaire. Les profs, il y a un gros roulement de profs. Les profs sont extraordinaires, là, ceux qui se trouvent là, mais il y a quand même un gros roulement. Fait qu'un jeune qui va arriver à graduer, mais dans sa cohorte,
ils seront pas autant que nous au Sud. Je peux pas donner de chiffres. J'en ai cherché parce que j'étais pas sûr. Ouais, ben tu vois, pour moi, ça, je trouve pas ça. Tu sais, je sais pas, pour moi, c'est pas ça le focus, mais ce que je trouve, c'est qu'un jeune qui se dit après, OK, ben je vais aller au cégep ou je vais aller à l'université, tu sais, pour être, mettons, médecin, puis revenir, puis aider mon peuple, ben en descendant ici au Sud, il est obligé de se taper un secondaire 6 pour avoir une mise à niveau. Puis c'est quelque chose qui est déploré. Parce que le jeune, oui, à 16-17 ans, t'es encore un jeune. Tu sais, le jeune descend ici, il est super loin de sa famille, puis il doit se retaper une autre année. Fait que, bon, c'était mon moment de non, mais c'est correct sociale, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, le gouvernement a le devoir d'éducation face à ces enfants-là, comme n'importe quel enfant au Québec. Malheureusement, même au Québec, on est en pénurie de personnel. Ben oui. Fait qu'on est en pénurie de personnel. Ben, au Nord, c'est quelque chose qui est vrai depuis plus longtemps encore, puis que c'est un peu fait partie de la réalité. Puis malheureusement, il y a beaucoup de fois que j'ai vu, puis les enseignants qui viennent travailler là, c'est réellement une vocation. Quand ils viennent, sont incroyables parce que, tu sais, nous, on fait des stretches de 2-3 mois, puis après ça, on repart, puis on revient, mais eux, ils restent pendant la période scolaire, à l'exception de quelques congés, mais ils font vraiment la période scolaire avec les jeunes, puis ils savent, puis ils essayent, puis ils tiennent vraiment ces jeunes-là, puis ils essayent des accrocher à plusieurs choses, puis il y a plein de profs qui, des fois, je les vois faire... Ils organisent un cours de ski de fond après l'école, puis ils partent avec les guides, puis ils s'en vont faire du ski de fond dans les rues, puis tout ça. Tu sais, ils essayent de s'investir auprès d'eux. Mais à un moment donné, il n'y a personne qui peut faire avec le fait qu'à un moment donné, tu n'en as plus de ressources. Puis des fois, il va manquer des enseignants, puis c'est vrai aussi même à l'enfant, avant 9 ans, où s'il n'y a pas de prof, les enfants, ils n'ont pas d'école. Fait que, tu sais, ils sont à la maison pareil. Fait qu'ils n'ont pas... C'est pas vrai qu'ils ont les mêmes opportunités d'apprentissage que, mettons, un enfant qui est à Laval, à Montréal, peu importe. Puis, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas autant de ressources, ils n'ont pas ces choses-là, c'est malheureux. Puis, j'avais déjà vu que le gouvernement s'est engagé, si je me trompe pas, tu me corrigerais, Ricky, mais si un jeune gradue du secondaire, puis que la formation qu'il veut suivre se donne uniquement au Sud, les frais de toute cette éducation-là vont être assumés par le gouvernement. Malheureusement, comme on disait, même leur secondaire 5, en termes scolaires, si tu arrives à une commission scolaire à Montréal, c'est comme un certificat qui est caduque un peu. Il n'est pas reconnu et comme étant exactement le même niveau. Il y a une mise à niveau qui doit être faite. Fait qu'à quelque part, tu les éduques dans un système que même quand il va aller chercher son diplôme, il n'est pas exactement au même niveau que les autres. Fait que déjà là, il part avec un pas de recul. Puis, c'est super que le gouvernement veuille que les jeunes, s'ils veulent aller s'instruire à l'extérieur, ils vont payer tout ça. Ça, c'est bien, mais malheureusement... Parce que j'essayais de voir combien de jeunes graduaient par année. J'ai difficile à mettre un chiffre dessus. Je l'ai, en fait, le chiffre. Je suis allé chercher, puis... C'est 71% des jeunes décrochent avant de ça. Ce que j'avais vu, c'est ça, c'était 26% gradués, tandis qu'à mettons, à Montréal, c'est 75%. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a déjà une bonne marge de manœuvre là. Puis... C'est beau que tu offres ces services-là d'après-secondaire, mais qu'est-ce que tu peux faire pour que ces enfants-là se rendent jusqu'à la fin de secondaire? Je pense que cette facette-là n'est peut-être pas assez investie ou pas assez mis de l'avant. Puis qu'il y ait cette même opportunité-là qu'un enfant... Parce que, peu importe s'il est Inuit, il est Inuk, oui, mais c'est un Québécois aussi. Il devrait avoir 100%. La même opportunité d'être éduqué au même niveau qu'un enfant qui gradue sa rive sud. Est-ce que... c'est quoi la perception de la communauté face à un enfant ou un jeune ado qui veut quitter, justement, pour apprendre? Est-ce que c'est bien vu? La communauté le supporte ou à l'inverse? Moi, je pense que c'est comme dans n'importe quelle communauté. Il y en a qui vont supporter, puis il y en a qui vont être fiers. La graduation... Des jeunes finissants de chaque année de secondaire, c'est quand même un événement qui est festoyé dans le village, puis ils sont mis à l'avant, puis ils veulent leur montrer qu'ils sont fiers d'eux. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Il y en a qui vont être fiers, puis il y en a d'autres que
si tu as fait des études trop poussées rendues à Montréal, après ça, quand tu reviens, tu peux te faire regarder par certaines personnes, mais ça, c'est comme dans n'importe quelle place. Ils vont te regarder comme étant quelqu'un de hautain qui est devenu un blanc puis qui veut essayer de revenir faire... je pense que généralement parlant, la communauté est plus fière que d'autres choses parce qu'ils aiment absolument. Ça. Ils sont quand même assez fiers de pouvoir être autodéterminants. Puis ça, ils le valorisent beaucoup. C'est un peuple qui est très fier. Puis je trouve justement ça fait ses forces puis ça fait ses faiblesses du Nord, c'est que vu qu'ils sont très isolés, parce qu'il faut que tu te rendes en avion, leur culture est quand même très préservée. En même temps, après ça, tu as le côté un peu plus négatif de l'isolement, créer d'autres enjeux socio-économiques différents, mais c'est une culture qui est vivante, c'est une culture qui est très valorisée là-bas. Puis pour eux, ça leur fait des personnes qui sont connaissantes. Puis ça fait juste quelqu'un qui vient de mettre de l'eau au moulin. Là. Fait que, là, je te dirais que majoritairement, ils sont fiers. Là. Puis je trouve qu'il y a vraiment une corrélation aussi entre maintien de la culture et activité culturelle et bonne santé mentale. Il y a vraiment les deux. Le plus que les gens participent à des activités, soit de chasser, pêcher, chant de gorge, tout ce qui est culturel, le mieux qu'ils vont. En fait. Fait que je pense que ça aussi, c'est d'où l'importance qu'ils gardent leur culture vivante puis présente, en fait. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je pose une question comme ça. Dans le curriculum qu'ils donnent, est-ce que les cours d'histoire sont abordés? J'ai jamais posé la question. Non. Il faudrait que je regarde avec nos amis enseignants. Non, je sais pas. Mais moi, je me suis posé la question après avoir habité au Nord quelques années. Je me suis dit, écoute, mon secondaire est très loin derrière moi, là, plus de 20 ans, mais je me suis posé la question est-ce qu'on aborde ça? Est-ce qu'on en parle des pensionnats autochtones? Est-ce qu'on en parle du gouvernement qui a abattu les chiens? Est-ce qu'on peut arrêter de référer ces gens-là comme étant excusez-moi le terme, des Esquimaux, là, c'est horrible. C'est un mot que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça se disait plus. Parce que quand je regardais à la télé, on en parlait. Il y a même une équipe de football, juste un nom. C'est ça. Il y a une forme de bisou, je pense aussi, quand tu frottes le nez avec qualité. C'est ça, pas ça? Le bec d'Esquimau. Oui, c'est ça. Exactement, voilà. Donc, tu sais, c'est tellement... Non, mais c'est tellement imprégné dans notre parler de tous les jours. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que ça fait peut-être 5 ans, moi, que je sais que ça se dit plus. Oui. Et on ne sait même pas que la connotation est péjorative. Non, on ne le sait même pas. Fait que, rendu là, on a beaucoup d'éducation à faire. Là, globalement, oui, il y a beaucoup d'éducation, mais tu sais, il y a beaucoup d'éducation à faire de la population, mais en même temps, pour moi, il y a quelque chose de quand même assez hypocrite du gouvernement en général. Juste quand je repense aux Jeux olympiques de Vancouver, tu sais, on a fait notre numéro d'ouverture puis de clôture en mettant un Inukshuk, en mettant des Amérindiens qui, pour eux, des Autochtones, qui dansaient, des choses comme ça. Je trouve pas que c'est des peuples qui ont tellement une place, qui ont été valorisés dans l'histoire moderne du Canada. Fait que je trouve ça un peu hypocrite de les relayer à des gens de peuples de second rang au quotidien, mais soudainement, quand tu as le regard international, tu utilises comme leur référence à eux pour t'en faire une genre de carte de visite très à la mode. C'est un peu... Alors qu'ici, concrètement, on les a entassés puis on ferme les yeux. Puis à chaque fois qu'on entend parler du Nord, tu sais, écoute, combien de fois, toi, Julien, moi, qu'est-ce que tu fais, Ricky? Je travaille au Nord. Et tout le temps, tu sais, je pense, est-ce que vous l'entendez? Tu sais, c'est tout le temps oh, ça doit être dur. Oh, ça doit être souffrant. Ah, ils boivent beaucoup, ces gens-là. Hein. C'est tout le temps. Puis ce que je me disais, puis encore, je le voyais récemment sur les réseaux sociaux, la personne, elle avait vraiment une bonne intention de recruter des intervenants pour le Nord. Puis elle met une petite fille, une petite Inuk, tu sais, en train de pleurer, le visage tout sale. Puis j'ai fait, OK, non. Non. Est-ce qu'on peut changer l'image, s'il te plaît? Tu sais, oui, il y en a
Il y a de la de la misère, souffrance. mais- Il y en a, oui, effectivement, il y en a. Mais il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas juste de la... Tu sais, il y a de la lumière aussi, il n'y a pas juste de la noirceur, là. Si c'est possible, Oui. j'aimerais bien qu'on justement on rentre là-dedans, qu'on déconstruise un peu de certains des préjugés qu'on a. Donc, de votre expérience, vous êtes arrivé, donc toi, ça fait une semaine, tu avais un pied ici, un pied là-bas. Toi, ça a été direct. Ouais. Quelles sont les choses que tu pensais c'est quoi les préjugés avec lesquels vous êtes arrivés qui ont été déconstruits en arrivant là-bas? Bonne question. Ben, ils étaient nombreux. Puis juste pour faire du pouce sur ce que Ricky disait, tu sais, même moi, des fois, mon intention est quand même noble de vouloir parler du Nord parce que c'est une place que j'ai appréciée grandement, que j'ai adoré travailler là-bas. Mais des fois, quand j'en parle, je me sens mal parce que j'ai l'impression de faire une mauvaise pub aussi à l'occasion. Parce que quand les gens te posent des questions, ils te posent des questions sur ce qu'ils sont habitués d'entendre parler du Nord. Puis ce qu'ils veulent savoir, c'est venir confirmer ou infirmer leur vision négative. Fait que les questions sont beaucoup à connotation négative. Puis veut pas, le négatif, je trouve qu'il est beaucoup plus quantifiable au Nord. Surtout, mettons, par l'emploi que moi j'avais. Tandis que si je suis resté pratiquement 3 ans, c'est parce qu'il y avait des choses vraiment agréables aussi. Mais c'est plus qualitatif, je trouve. C'est plus difficile à expliquer. C'est plus difficile à mettre de l'avant dans une conversation quand les gens te demandent ton travail. Tu sais, ça doit pas toujours être facile, ton travail. Ben, c'est sûr que mon travail, c'est pas toujours facile parce que mon travail, c'est de travailler dans une situation de misère en général, mais je serais à Montréal, je serais à Pauvernituk ou je serais, je sais pas moi, en Gaspésie dans un petit village. Mais de la misère, ça reste de la misère. C'est juste que des fois, tu es confronté à une misère que tu n'es pas habitué. Fait que j'ai l'impression des fois de faire un peu ce que je veux pas en parlant de ce qui est négatif parce que par la force des choses, c'était un petit peu ça, mon emploi. Fait que tu sais, des fois, c'était ça qui était difficile, je trouvais quand même d'en parler. Si tu veux parler de Est-ce que tu penses aussi qu'en amenant les points négatifs aux gens d'ici, tu leur fais réaliser ce qu'ils ont également? Ce que des gens d'ici ont, c'est ça, de comme être reconnaissant de ce qu'ils ont. Exactement, c'est ça que j'essaie de dire. Il y en a que oui, mais tu peux jamais vraiment... Tu sais, je pense que dans une discussion, faut dire les points positifs et les points négatifs. Exact. Sinon, c'est de la fausse représentation. Que ce soit un préjugé favorable ou négatif, moi, je trouve qu'un ou l'autre, des fois, est pas honnête. Ce qui est plus difficile, c'est que quand tu en parles avec quelqu'un, tu sais pas quel message, lui, va en retenir. Tu sais, entre le message que toi, tu dis puis ce que lui, va en retenir, c'est ça que des fois qui est un petit peu plus difficile. Tu sais, il y en a qui, des fois, étaient un peu... surpris d'entendre tout. Tu sais, c'était pas nécessairement négatif, mais des chocs culturels, de se rendre compte que c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité, c'est pas... Ils n'ont pas accès à la même éducation, ils n'ont pas accès à la même... Tu sais, toutes ces choses-là, des fois, les gens étaient comme... Ils étaient surpris d'entendre ça parce que c'est pas quelque chose qui est tant véhiculé que ça au quotidien. Puis... Mais il y en a d'autres, oui, ça va les remettre en question sur ce qu'ils ont. Il y en a d'autres qui, on dirait que ça va les... OK, ils sont vraiment de même. Mais t'es comme, non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est ça. J'essaie de penser, moi, tu sais, des préjugés, c'est sûr... J'essaie de me replacer, là, tu sais, il y a 4 ans, là... c'est sûr que je devais en avoir, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup... J'ai posé énormément de questions parce que j'ai des amis qui sont encore là dans le village. Ça fait 11 ans qu'ils sont là. Fait que, tu sais, toutes mes questions, ils m'ont tellement raconté d'histoires que ça m'a permis aussi de déconstruire les préjugés que j'avais pu avoir. Mais si... Des apprentissages, j'en ai fait vraiment énormément sur la culture. La force des femmes, my God, ils sont c'est des guerrières. C'est des guerrières. J'ai jamais, de toute ma vie, tu sais, j'ai quand même pas mal voyagé, mais une femme Inuk, là, à Rock, là, ça a une résilience. Je suis pas en train de dire que les autres Inuits n'ont pas de résilience, mais une femme Inuit, ça a la résilience. Ça porte la famille sur son dos, la charge de la famille, puis de vouloir préserver ses petits, son mari, c'est extraordinaire.
Moi, je leur arrive pas à cheville, là, du tout. Là. J'ai souvent dit ça à mes collègues et j'ose croire que j'ai fait des amis là-bas de la communauté. Je pense que, tu sais, faut doser ce mot-là. J'ai des amis inuits. J'ose croire que le sentiment d'amitié était réciproque. Et je leur disais tout le temps, t'es forte, t'es incroyable. Tu sais, moi, c'est plus à ce niveau-là. Ben, tu sais, moi, c'était comme des préjugés. Comme je vous avais dit, j'ai travaillé avec des jeunes qui étaient là en jeunes contrevenants. Des fois, j'étais exposé un peu à leur histoire de vie, exposé à différentes choses. Puis, des fois, c'est vrai qu'il leur arrivait des choses qui étaient très clichés. Fait que moi, j'avais accès à ces bribes-là, de gauche à droite. Fait que veux pas, j'avais quand même des appréhensions sur où je m'en allais. Qu'est-ce que, tu sais, par rapport à l'alcool, par rapport à ces choses-là. Puis, mais c'était pas nécessairement... tu sais, quand moi, je suis arrivé là-bas, c'était... OK, je m'en vais là-bas, je vais essayer... Je m'en vais pas là comme un sauveur, je veux juste essayer d'aller mettre l'épaule à la roue puis de voir comment je peux contribuer, puis... Fait que, tu sais, je suis arrivé avec, oui, certaines idées préconçues, mais vraiment dans l'ouverture d'esprit de me dire, je vais aller me faire ma propre idée. Je vais pas m'arrêter à ce que j'ai entendu, je vais aller voir de quoi ça a l'air, puis je vais aller voir de quelle aide réelle ils ont besoin. T'sais. Fait que, je pense pas que je suis arrivé là-bas avec mes gros stéréotypes construits, mais je les gardais en tête en me disant, ça se peut que ça soit à ça que je sois confronté, puis il faut que je fasse avec. Je pense, ouais, c'est ce que je me suis dit moi aussi, tu sais, quand j'y pense là, en rétrospective, me demander, tu sais, dans quel minding que je montais là-bas, tu sais, peut-être le seul que j'avais, c'est, oh mon Dieu, il va y avoir beaucoup de suicides. Je sais pas, tu sais, parce qu'à l'époque, on n'en entendait pas tant que ça. Comme je disais, tu sais, historiquement, on nous enseigne pas sur la condition des Inuits à l'école. Fait que, tu sais, ouais, moi, au niveau des suicides, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport... c'était peut-être pas un préjugé, j'ai pas envie de dire ça, mais c'était plus peut-être un a priori, de dire, oh mon Dieu, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que... tu sais, c'était plus ça mon questionnement. Maintenant, 4 ans plus tard... mon opinion par rapport au suicide, tu sais, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup? Je pense que là n'est pas la question. Il y en a. Puis ce que je trouvais difficile, moi, à la fin, c'est quand j'entendais qu'il y avait eu un suicide. Oh my God, est-ce que je le connais? Tu sais, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'étais plus ou moins proche? Puis c'est là que tu te rends compte à quel point... Tu sais, on s'entend, moi, j'ai été là, tu sais, un fragment de ma vie, mais quelqu'un que, tu sais, si toi, tu as grandi là toute ta vie, c'est comme, oh, c'est-tu mon frère, mon cousin, c'est sûr que c'est quelqu'un que tu connais. C'est sûr que c'est quelqu'un que tu connais, oui, effectivement. C'était à peu près sûr qu'on le connaissait par personne interposée. De près ou de loin, oui. Ou sans le connaître personnellement, on savait c'était qui. Un village de 1200, on l'avait côtoyé, quand même, mais tu sais, on a été là 2 ans et demi, 3 ans. Fait que c'est sûr que si tu as grandi là, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Oui. Moi, c'était plus à ce niveau-là que je me suis rendu compte à quel point que ça pouvait, en essayant de me mettre à leur place, parce que c'est sûr, je peux pas le vivre comme eux, là, mais à quel point que ça doit les percuter, là, de perdre... Puis des fois, c'est pas une question de préjugés, de... Tu sais, est-ce qu'il y a du suicide? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a de la violence? Oui, il y a tout ça. C'est plus... Moi, mon état d'esprit, c'est plus... OK, il y a tout ça, mais il faut pas le traiter non plus avec trop de jugement parce que ça, c'est un symptôme de beaucoup de choses sous-jacentes. C'est plus dans cette optique-là que c'est pas tant est-ce qu'il y en a ou il y en a pas. Oui, il y en a. Puis, tu sais, si je voulais te mettre ça beau puis dire qu'il y en a pas, je trouve que ça serait un mensonge aussi, puis ça leur rendrait pas justice parce que ça fait partie de leur réalité pareil. Ça fait partie des défis quotidiens qu'ils ont à... Moi, je trouve qu'ils ont un quotidien qui est pas toujours facile. C'est pas... Ils vivent pas de la misère tout le temps, mais je trouve que c'est un peuple qui est très résilient. Puis, c'est plus quand il y en a, c'est que c'est vraiment un symptôme de plusieurs choses. C'est pas juste le fait, tu sais, OK, oui, l'alcool, mais c'est quoi qui... C'est quoi qui est tout sous-jacent à ça? C'est ça qui est plus préoccupant. Oui. Tantôt, Ricky, tu as parlé de la femme, puis je me sentais très
inspiré par juste ton dresse que expression, t'avais, la face que tu avais. Puis on avait un petit segment là-dessus qu'on voulait ajouter. C'est quoi c'est quoi les choses qui t'ont choqué justement en voyant ce statut-là qui semble être vraiment très différent de celui que la femme montréalaise, Grand Montréal a ici? Qu'est-ce qui a fait que tu as l'air aussi inspiré par ces femmes-là? Moi, j'ai eu le privilège de côtoyer des femmes qui étaient... qui était absolument tout. Tu sais, on parle de charge mentale, là, on en parle beaucoup dans les médias actuellement depuis un certain temps. La charge mentale, je trouve, d'une femme Inuk, elle est vraiment, vraiment grande de s'occuper de ses petits, de s'occuper de la maison, d'aller travailler, d'être sûre que s'il y a une mauvaise nouvelle, tu sais, je sais pas moi, si son adolescente tombe enceinte, puis, tu sais, c'est toute elle, dans le fond, la mère, la femme qui va porter cette charge-là pour en parler à son mari ou tu sais, ça peut arriver aussi fréquemment, ça va arriver, fréquemment. Encore là, moi, j'en ai vu plusieurs fois, tu sais, que, l'adolescente a eu une expérience de parcours différente, elle tombe enceinte à 13, 14, 15 ans, tu sais, la mère va essayer va donner un coup de main plutôt à élever son petit enfant. Des fois, ça va être l'adoption traditionnelle. C'est tout le temps rajouter. La charge qui est rajoutée. Tu sais, il y a un suicide dans la famille où ils vont aider. Tu sais, c'est étant donné que, c'est des très grandes familles au Nord, mais ils vont tout le temps s'entraider. Puis c'est souvent, je trouve, que ça passe souvent par la femme. Le réseau, tu sais, je vois un peu comme une pieuvre, là, le réseau connecté de femmes qui vont se parler puis qui vont s'aider. Tu sais, les femmes qui vont coudre. Tu sais, les parkas pour l'hiver, pour être sûr que leurs familles sont au chaud, qui vont aider, tu sais, qui vont aider leurs parents vieillissants. C'est un peu comme la femme faisait historiquement ici au Sud, tu sais. Mais ce qui se fait encore aujourd'hui au Nord, mais avec des familles vraiment grandes, là. Tu sais, je suis pas en train de dire que l'homme ne fait rien. C'est pas ça que je dis. Je suis pas en train de faire du man-bashing. L'homme... Non, pas du tout. Hein? Je suis entourée d'hommes, en plus. Mais l'homme va avoir plus un rôle il va pourvoyeur, chasser, pêcher, ramener le bacon à la maison, l'argent à la maison, mais la femme Inuk va s'occuper de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi. Ouais, vraiment, vraiment. Vraiment. C'est cool parce que je faisais un parallèle dans ma tête avec l'invitée de l'épisode précédent où elle semblait dire exactement la même chose. Elle n'était pas dans les communautés isolées du Nord, elle était celle du lac Simon. OK, oui. Puis elle disait, elle aussi, son expérience, elle l'a connue plus tard. Elle est autochtone et elle a réalisé plus tard dans sa vie ce statut différent dans le cadre familial que la mère a ou l'aîné a aussi. Donc, c'est vraiment c'est super de penser que au moins là, on n'a pas perdu cette essence-là. Oui, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir eu une conversation avec une connaissance à moi, puis disait, tu sais, qui était Inuk, puis disait, mais t'es pas fatiguée? Elle dit, oui, je suis super fatiguée, je m'occupe de mes 5 enfants et de mes 3 petits-enfants. Je dis, mais, tu sais, mais vous préservez tout le temps les hommes, tu sais, mon petit discours féministe, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux que mon mari il fasse, qu'il débarque avec un fusil, puis qui crie ou qui varge dans le tas? Il dit, tu sais, je dis, ben là, il ferait pas ça. Elle dit, mais non, il ferait pas ça, mais elle dit, c'est bien mieux quand c'est nous autres, les femmes, qui règlent ça. C'est ce qu'elle m'avait dit en voulant dire, c'est pas grave, on se pose pas la question, Ricky. We do it. On le fait. Et je me suis dit, OK. Puis je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je vais rajouter, mais tu sais, on parlait de résilience du peuple à proprement dit. Ouais. Mais tu sais, la femme encore plus, dans le sens où s'il y a de la violence, s'il y a des choses comme ça, c'est de... on va souvent associer des fois, tu sais, comme la femme étant plus vulnérable ou des choses comme ça, mais elle, de devoir amener on dirait, une coche supplémentaire pour être capable de tout gérer ça, on dirait que ça l'augmente des fois le respect qu'on peut avoir par rapport à, tu sais, faut qu'elle gère tout ce qui se passe.
il faut qu'elle fasse aussi face à la musique de tout ce qui peut arriver, des inégalités qui peuvent arriver ou des quoi que ce soit, tu sais. Fait que, des fois, je trouve qu'ils sont 2 fois plus résilientes que, mettons, l'homme a à l'être dans leur contexte à eux, socio-économique. Ouais. Ben, je fais des oui, là, mais je suis dans d'accord. certains contextes, pas tout le temps. Si on peut quantifier la résilience, là, Mais ça semble être un thème qui revient souvent, la résilience. Que ce soit dans cet épisode-ci ou dans le précédent, on en parle souvent. C'est comment ça a l'air d'être un truc, même au large, là, de tous les peuples autochtones. Ouais. Ils le sont, en fait. Puis c'est... En tout cas, excuse-moi de te couper. Ça me surprend, moi. Après toutes ces années-là, j'ai une mauvaise journée, j'abandonne, moi. Tu comprends? C'est vraiment bizarre de dire que moi, j'ai eu une mauvaise journée, ma mère a eu une mauvaise journée, mes parents en avaient, tous mes ancêtres en ont eu une. Oui, et moi, je suis comme... Je continue, c'est pas grave, on est là. Ouais. En tout cas, ça me choque. Non, mais c'est vers là, je m'enlignais aussi de dire, en plus, tu nais avec un... Je sais pas, moi, je suis pas aucunement psychiatre, donc, mais de naître aussi avec, malheureusement, tout ce bagage de... C'est quoi le terme que je cherche, là? Le trauma intergénérationnel, tu sais, qu'on pourra malheureusement jamais comprendre, mais si... Ben, c'est lourd. C'est excessivement lourd, j'imagine. Mais je trouvais que des fois, tu avais une parcelle, une goutte de l'iceberg, là, c'est imagé, là, c'est kitsch, là, mais une parcelle de ce trauma-là, je trouvais quand quelque chose les affectait puis qu'ils pleuraient. Le pleur qui venait... Ouais, puis d'en parler, ça me rend émotive parce que ça me ramène dans des situations, mais c'était quelque chose de viscéral. Puis je trouvais que c'est dans ces moments-là que tu pouvais ressentir ça, tu sais. Puis bon, je suis quelqu'un d'émotif, tu sais, mais tu sais, juste d'y repenser, ça me touche. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment, vraiment été... Ça a changé ma vie à jamais, moi, de travailler au Nord, là. Fait que tu sais, j'imagine que... tu nais avec tout ce bagage-là, puis en plus, il faut que tu continues, tu as une lutte. Puis tu essaies de vivre dans un système qui t'est un peu imposé, hein, on se le cachera pas, là, à même ta communauté par des Blancs qui vont, qui viennent, qui en plus... Tu sais, on n'en a pas parlé, mais... Tu sais, de l'espèce d'écœurantite aussi, quand ils te racontent, dire, tu sais, ça fait 4 fois que je raconte mon histoire, ou 5 fois cette année que je raconte mon histoire de vie qui est difficile, qui est pas facile. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, là. Je trouve que ça l'ajoute à leur résilience parce que, tabarouette, ils continuent malgré tout, là. Puis, tu sais, dans cette lignée-là, c'est un peuple qui est ultra rieur. Il aime rire, son ricaneux. Puis, moi, j'ai eu tellement de plaisir avec mes collègues avec qui j'ai eu la chance de travailler, où on pouvait passer des moments à se dire des stupidités, à faire des blagues. Encore aujourd'hui, t'en écrives à distance. Tu les as marqués, toi. Je le vois en plus sur mes réseaux sociaux. Ouais, on avait du fun. C'était de me dire que des fois, j'étais conscient que leur quotidien n'était pas tout le temps évident. Puis je sais que c'est un environnement socio-économique qui n'est pas tout le temps simple. Puis ils ont beaucoup de fardeaux à adresser. Puis la situation, tu sais, n'est pas rose tout le temps, mais ils trouvent tout le temps le moyen d'avoir envie de rire, pareil. Puis si tu leur en donnes l'occasion, ils vont la saisir, puis ils vont trouver ça le fun, pareil. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je trouvais le fun des fois, parce que le quotidien pouvait des fois devenir décourageant. Pouvait devenir des fois vraiment... la répétition de certaines choses dans lesquelles tu pouvais être exposé. Tu sais, puis je suis resté là juste 3 ans, puis des fois, la répétition me tapait royalement sur les nerfs, puis ça venait drainer de mon énergie, puis... Mais moi, c'était de voir que même s'il était face à des situations des fois vraiment pas simples, il y avait quand même cette envie-là de vouloir rire, puis de vouloir avoir du fun, puis de se dire, regarde, c'est pas grave, on va passer un autre appel, puis on va être capable de faire les choses quand même. Moi, c'est ça qui me fascinait vraiment de... Parce qu'on se mentira pas, c'est vraiment pas tout le temps évident. Puis il y a des choses qui sont vraiment difficiles pour eux des fois, puis que c'est super malheureux. Mais ils réussissaient tout le temps de sortir une affaire, puis à revenir comme ça. Tu sais, des fois, oui, ils partaient sur, mettons, une période où c'était plus difficile pour eux. Mais généralement, tu avais accès quand même à un côté très...
rieur. Puis moi, ça m'a tout le temps Joueur, fasciné. rieur. Ouais. Tu sais, je parlais Faire des des pleurs. blagues, là. Je parlais des pleurs, tu sais, qui restaient avec moi, mais leur rire, oh my God, hey, leur rire qui retentit. Moi, je me donnais comme objectif, là. Tous les jours, il fallait que je rentre au bureau puis que je les fasse rire. Mais tu sais, t'as comme une audience de comme son 6-7, là. Puis là, écoute, ça résonne dans les bureaux. T'es comme, yes! Genre, OK, bye ladies, my job here is done. Puis je m'en allais. Puis des fois, ils venaient m'écœurer dans mon bureau. Mais tu sais, c'était... Ouais. C'est là qu'on se rend compte aussi que, tu sais, l'humour, là, c'est universel, là. Mais encore plus... Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous accrochiez quand ça allait pas? Il y a quelqu'un qui m'a dit s'accrocher sur le positif, on parle? Exact. Ouais. Quand je suis arrivée, moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit, puis c'est quelque chose que j'aimerais partager, et que j'ai continué à partager. Je l'ai dit récemment à quelqu'un qui montait au Nord. C'est pas facile. Il y a beaucoup de situations où est-ce que ça va venir te chercher. Mais la personne m'avait dit ça, m'avait dit... Essaie d'être témoin de belles activités dans la communauté. Pas te mêler à la communauté. Sois pas la personne qui est là juste quand, tu sais, il y a des idéations suicidaires ou, tu sais, il y a des enfants avec la DPJ. Va te mêler. Puis c'est vrai. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'aller voir, tu sais, le spectacle de chant à l'école, les spectacles de talent, le shake hands. Ouais. Vraiment. On en a parlé beaucoup. Ça, on n'en a même pas parlé, non, ça. Mais toi, 31, ouais, le 31 décembre, là, tout le monde, à minuit, un peu avant, tout le monde, écoute, puis ils se mettent tout beau, là, en complet. Non, j'arrivais tout le temps, là, habillée comme, en tout cas. Bref, ça, c'est moi, là, mais, tu sais, moi, j'arrivais avec mes pantalons de neige. C'est non conventionnel, c'est ouais, légèrement, ouais. Puis tout le monde arrive au gymnase communautaire, parce que tout se passe dans le gym. Puis à minuit, tout le monde se souhaite la bonne année, tout le monde se serre la main. Tout le monde. Fait que malgré le fait que moi, je suis blanche, je vais serrer la main, tu sais, tout le monde. Malgré le fait que tu as eu des difficultés avec une personne, on efface, on purge l'année, puis on recommence. Puis ça, c'était révélateur parce que ça montrait aussi en tant que Halunat, en tant que blanc, guillemets, que tu te souciais, que tu voulais t'intégrer, puis que tu étais que t'étais pas juste là pour travailler puis rester avec d'autres blancs dans ta bulle puis faire ce que tu sais, faire ton argent puis ça a créé le camp. Ouais. Excusez-moi là, mais c'était ça. Puis ça, toutes les années que j'étais là, que j'étais là pour le 31 décembre, j'y allais puis le shake hands. Ouais, le shake hands. Ouais. Candy drop un peu moins parce que c'était rock'n'roll là, mais ils font plus d'ailleurs. J'aimerais juste dire, j'étais un peu triste puis je sais pas pourquoi. Ils font plus le coup de fusil, mais ouais vraiment. J'ai encore ça sur vidéo à quelque part, là, mais... Ça coûte trop cher de balles. Non, je pense que j'ai entendu dire... Non, j'ai entendu dire, potin, qu'il y avait des Blancs qui disaient qu'ils avaient peur. Fait qu'ils auraient arrêté, mais j'ai comme pas envie de croire ça, là. Mais non, j'ai pas envie de croire ça. Tu vois, de se mêler aux événements de la communauté et tout ça, quand je dis on en a parlé beaucoup, c'est que des fois, moi et Ricky, tu sais, quand t'es dans une période que toi aussi, c'est plus difficile, puis que t'es fatigué, t'es épuisé, puis des fois, ça vient jouer sur le mental, t'es comme, hey, j'ai pas envie d'y aller. Là. Je veux juste être dans mes affaires, puis ça me tente pas. Puis des fois, elle me brassait à la cage, puis elle me disait, non, je fais jamais ça. Arrête de niaiser, là. Viens-t'en, là. Arrête de faire ton vieux grincheux, puis rentre, puis on... Parce que quand t'es de bonne humeur, t'as envie d'y aller, puis tu y vas, puis c'est le fun. Mais si t'es dans une mauvaise phase, si t'es fatigué, t'es en fin de stretch, t'as eu des journées plus drainantes. Des fois, t'as juste envie d'être casanier, puis d'être chez vous, puis d'être dans tes affaires. Mais des fois, ça vaut la peine de se forcer. Puis d'avoir la personne qui est là, parce que moi, à l'inverse, je disais souvent, j'ai brassé la cage, mais moi aussi, on m'a brassé la cage, parce qu'il y a des moments que j'ai trouvé très, très difficiles. Puis du monde qui ont débarqué de chez nous, des amis, viens-t'en en 4 roues. On vient, on va aller camper, viens, on va aller en Land. Puis là, tu te retrouves à faire du camping, tu as des aurores boréales au-dessus de la tête, et c'est magique. Là. Fait que mon conseil, s'il y en a qui veulent monter au nord puis qui se retrouvent puis qui se disent « My God, mais qu'est-ce que je fais ici? » Bien, justement,
Retourne à la base. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as voulu monter au Nord puis tu as voulu t'imprégner de cette expérience-là? Tu sais, je pense que c'est ça, de revenir à l'essentiel. Tu sais. Ben, ça va paraître paradoxal, la façon que je vais te dire. Là. Mais quand tu arrives au Nord, en quelque part, c'est une façon aussi de passer, tu sais, de peut-être te ressourcer puis de te poser plusieurs questions si tu en as besoin. Là. Mais un de mes conseils, moi, c'est de ne pas s'isoler non plus. Ouais. Tu sais, de s'assurer d'être quand même bien entouré parce que c'est une place qui est vraiment le fun. Mais quand que des fois, tu vas trouver ça difficile parce que veux pas, tu laisses, mettons, ta famille, tes amis derrière, tout ça. Puis, ça fait du bien d'avoir du monde avec qui être capable de décompresser, d'avoir du monde avec qui, mettons, partager ton quotidien, parce que des fois, tu vas être sur une intervention que tu as trouvée difficile, que des fois, tu as le sentiment d'impuissance, que tu aimerais être capable d'aider davantage, mais que tu te retrouves un peu face au fait que tu n'es pas capable d'aider plus que ça, puis que ça devient frustrant, puis que ça peut devenir drainant, puis rendre la chose négative. Fait que d'être bien entouré, c'est ça qui va permettre de passer à travers. C'est ça qu'on disait des fois. Beaucoup de mes amis me disaient, à Montréal, me disaient, tu dois te sentir seul, pareil. Des fois, on a. J'ai jamais autant pas été seul que dans le Nord. C'était. C'est intense, les amitiés que tu crées. Surtout toi, là. Toi, t'es sérieux, tu signais des autographes en sortant de chez vous, là, mais je veux dire. C'est une star. Calme-toi. Mr. International. Mais Mr. Worldwide. oui, c'est ça. Ouais. Hein? Mais les amitiés sont très, très, très intenses parce que c'est une intensité. Tu sais, tu rentres. T'es là pour 8, 9, 10. Écoute, des fois, j'ai 16, 17 semaines. Mais tu rentres, puis tout va vite. Fait que les amitiés, tu vis des trucs assez intenses avec les gens. Fait que les amitiés que tu forges, des fois, c'est rapide. Puis c'est comme ça devient des amitiés que tu as l'impression que ça fait des années que tu connais certaines personnes, puis ça fait quelques mois, là. Fait que, mais oui, je pense que c'est de pas s'isoler puis de rester avec les autres, là. De pas rester avec les autres, mais dans le sens de pas rester tout seul. Puis Puis c'est une stratégie qui est quand même très communautaire à la Inuit aussi, tu sais. Eux, ils font en communauté, c'est beaucoup ensemble, c'est beaucoup... fait que, les soupers. OK, ben bien... OK, ben là, attends une minute, là, on se fait un souper. OK. Moi, j'amène... j'ai des patates. OK, toi, t'as quoi? Ben, je sais pas. Moi, j'ai des pâtes. Tu sais, tu te ramasses, puis c'est ça. Puis c'est très communautaire, c'est très convivial. Fait que, ouais. Mais les Inuits aussi font beaucoup ça aussi. Ils vont s'asseoir par terre, ils mangent par terre. Même si on a une table à manger avec des chaises, ils vont s'asseoir toute la famille ensemble par terre, puis ils vont manger. Ben ça fait partie des chocs culturels quand au début. Puis, sur un carton. Ça t'appartient, c'est propre à toi, mais t'arrives dans une maison parce que tu cognes puis tu rentres. Puis là, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé. Je rentre, ils sont assis, ils sont en train de manger. Puis là, t'avais le couteau, t'avais la hache plantée sur la table à côté, mais t'avais les morceaux de viande, puis le sang qui veut pas, c'est carton. Puis là, tu sais, sur le coup, t'es comme, ah, shit, c'est quoi ça? Là, tu comprends comme pas trop ce qui arrive, mais culturellement parlant, eux, c'est comme ça, puis c'est correct. Mais c'est pour toi, sur le coup, sur le moment, t'es comme, OK. T'en veux-tu? Là, t'es comme... Ouais, non. J'en prends-tu? J'en prends-tu pas? Est-ce que c'est mal vu? Tu sais, c'est souvent ça, les questions qu'ils vont te poser. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas des gros chocs culturels, mais c'est juste... Ça te sort tellement de ton cadre de référence qu'il faut quand même que tu te... Faut que toi, tu te replaces par rapport au fait que, ben là, t'es dans un autre contexte. Ça, c'est normal, puis c'est correct. Puis ça reste déstabilisant sur le premier coup, pareil. Ouais. Puis encore au niveau du contexte, moi et Mers, on avait lu que, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'il y a certaines périodes de l'année que les nuits sont très longues, ou à l'inverse, des journées très très longues. Est-ce que vous pouvez nous en parler de comment vous avez vécu ça? L'hiver. Ben, tout le monde pense que l'hiver du Nord est pire que tout. Moi, à la limite, je préfère l'hiver du Nord que l'hiver ici, parce que oui, il fait froid, mais c'est sec. Fait que quand t'es bien habillé, t'as pas froid.
Puis, ben oui, il fait noir longtemps, mais en même temps, ça te permet de voir des aurores boréales. Ça te permet de Ça voir va d'autres vite. choses. Ça va vite, je trouve. Mettons, en décembre, là, ça dépend. Là, nous, à POV, le soleil se lève à 9 h le matin. À 3 h 30, c'est nuit noire. Quand même, hein. Mais c'est pas... Tu sais, c'est ça, tu me fais des gros yeux, mais c'est pas si pire. Non, mais c'est correct. C'est pas si pire. Ça a l'air pire que c'est parce que tout est éclairé. Et il y a de la neige... Bon, le relief de Pauvirnitouk, c'est plat à grandeur. C'est vraiment plat pendant longtemps. Il y a tellement de neige, puis ça réfléchit. Oui. Tu sais, tu portes des lunettes de soleil parce que sinon, ça brûle les yeux. Oui, vraiment. Fait que tu sais, même quand il fait clair, il fait vraiment clair. Là. Mais... Je pense que tu as résumé le Nord dans ta dernière phrase. Là. Quoi? De l'extérieur, ça a tout le temps de l'air pire que c'est. Ouais. Quand tu es là, puis que tu es en train de le faire, ben, tu le fais. Puis c'est ça ta réalité. Puis c'est ça. Puis ça se passe bien. Ben, de l'extérieur, c'est vrai que c'est un choc culturel pour n'importe qui. Fait que de l'extérieur, ça paraît plus gros que c'est. Mais quand t'es dedans, je sais pas, est-ce que c'est nous qui le voit moins gros quand on est dedans ou est-ce que c'est de l'extérieur qu'on le voit plus gros parce qu'on l'a pas vécu? Je sais pas lequel qui est lequel. Mais une fois que t'es en train de vivre l'expérience, que tu t'es fait à l'idée que t'allais vivre cette expérience-là, ça passe quand même comme des claquements de doigts des fois. ouais. Là. Ouais. Puis oui, il fait froid, tu sais, on se le cachera pas. Ressenti, Mais... quand ressenti moins 57, là, il fait froid, là. Mais t'es bien habillé, t'es habillé chaudement. Puis tu sais, souvent, c'est que, tu sais, on se voit, là, on se donne l'image, là, tu sais, on veut donc garder le style à Montréal, là, tu sais, le petit manteau, pas trop chaud, les petites bottes, écoute. C'est ça, j'ai mon prend petit le bord. manteau. C'est ma vie, Mais ça. au nord, t'es pantalon de neige. Carte de Je mode. fumais à l'époque. Pour aller fumer, je mettais gars de mes la pantalons de neige, mais tu sais, mes grosses bottes, moins Ouais. 50, mon parka. C'était presque plus long de m'habiller pour aller fumer que de fumer ma cigarette, tu sais. Mais t'es équipé. Ouais. Puis c'est vrai ce que Julien disait, puis moi, mes amis, puis ma famille, ils riaient de moi. Ils disaient, ouais, tu t'habites pas dans le nord, toi. Puis j'arrivais ici, puis je grelottais. Je disais, mais il fait moins 20. Ouais, mais il y a l'humidité. Tu sais, Ouais, fait que. ça change beaucoup, ça. Ouais, vraiment. Ouais, c'est un gros impact. Puis, mais tu sais, à l'inverse, l'été, moi, ce que je trouvais le fun, c'est, vu que le soleil se couche quand même plus tard, c'est très propice au rassemblement extérieur. Ouais. On se faisait des Ouais. feux, on se faisait, tu sais, des activités Le plus soleil tard. se couche à ou- peine. Là, puis c'est Mettons, il remonte, là. Ouais. On se déplace beaucoup en 4 roues, choses comme ça. Fait que moi, puis certains de mes amis, ce qu'on faisait, on finissait de travailler à 5 heures. On prenait nos 4 roues, on mettait nos stocks de pêche dessus, on partait, puis on revenait, il était minuit, il faisait encore clair. Puis, tu sais, on en revenait, puis après ça. Fait que, tu sais, c'est des expériences de vie qui sont particulières que moi, je me considère privilégié d'avoir pu expérimenter ça, parce que c'est pas ici que je vais faire ça. Là. Finir de travailler, mettre mes affaires sur mon Fais trop 4 à roues, minuit. puis aller pêcher, ça arrivera pas. Là. Non. Fait De que... faire 5-6 barbecues par semaine avec tes amis, tu sais, parce que c'est plus simple. Pourquoi faire cuire dans ma cuisinière dans la maison? On va se rencontrer, on va faire un barbecue sur la toundra. On fait cuire nos affaires. OK, merci. Tu prends une bière ou deux ou pas, dépendamment des gens. Puis à un moment donné, tu te dis, il me semble, je suis fatiguée. Tu check, il est 10h30, mais le soleil est encore haut. Puis là, tu fais, ouais, OK, let's go. C'est des opportunités. Ouais. Question comme ça, est-ce que vous savez s'il y a des services de tourisme là-bas? Est-ce qu'il y a moyen d'y aller Oui. sans vraiment genre, Oui, pour voir? je crois que c'est avec Nunavik Parks, OK. Parc Nunavik. Il y a des parcs nationaux. Je suis une mauvaise ambassadrice, mais il y a le parc national de Oumiak. Je ne sais pas si c'est un parc national, mais le parc d'Oumiak. Il y a le parc de Pengaluit, où est-ce qu'il y a le gros cratère. Là, souvent, on en entend parler, là, qui est rempli d'eau. Mais il y en a quand même pas mal. Là. Il y a possibilité de faire des expéditions, puis des... Mais j'ai des jamais activités. regardé c'était quoi, mettons, les offres de... Moi, j'avais regardé, puis je voulais le faire. Je tombe enceinte, j'ai pas pu, mais j'ai quitté le Nord. Mais il y a moyen de s'y prendre d'avance avec un guide par le parc, puis de dire, OK, ben on aimerait ça tel séjour, aller faire ça du kayak ou de la rando. Il y a moyen de le faire. Mais je sais que dans le projet de la relance du plan Nord économique du Québec, il y avait un volet justement sur l'accroissement du tourisme. Ouais. Je ne sais pas si les objectifs ont été atteints, mais c'est cool de savoir. Peut-être pas en ce moment, Malheureusement, là, mais... non, surtout pas en ce moment. Ouais. Mais c'est bien au moins de savoir que c'est un enjeu qu'ils sont conscients Ouais. et qu'ils aimeraient améliorer. Ouais.
Ouais, puis moi, je sais que c'est quelque chose que je vais faire découvrir, moi, à ma fille plus tard. Ça m'interpelle. Il faut que j'y retourne. Ouais, j'aimerais ça lui montrer. Ouais. Piqûre. Ouais. Oh, ouais. Peut-être, qui sait. Ouais. J'ai une autre question, moi, c'était par rapport à l'aide qu'ils reçoivent. Donc, bien sûr, ils ont vous, les intervenants, et ils ont les professeurs qui veulent s'y rendre, mais pas, comme on mentionnait, il en manque, puis la rétention, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres types d'aide qui est là? Et si oui, ça sonne vraiment stupide maintenant, alors que on l'a mentionné plus tôt. Est-ce qu'elle est suffisante? Je vais le dire de même. Le Nunavik reçoit beaucoup de financement en termes monétaires. D'accord. Pour, tu sais, mettons, en termes... Le Nunavik, c'est quoi? C'est 12 000 à 14 000 personnes? À peu près, mettons 15. Ouais. Mettons 14 000 personnes. Il y a beaucoup d'argent investi au Nunavik, mettons, par capita. Là. Ouais. Mais c'est pas suffisant pour les besoins réels de la situation. Juste en termes d'infrastructure ou en termes de... Il n'y a pas assez de maisons pour le nombre d'habitants du village. Fait qu'ils sont appelés à habiter plusieurs par maison. Puis, tu sais, qu'après ça, il y a des enjeux de santé publique, mettons, au nord, dû au fait qu'il y a une surpopulation dans les maisons. Tu sais, il y a plein de choses de cet ordre-là que je te dirais retour, que... la présence de la tuberculose aussi, parce que justement, étant donné tuberculose, que les gens, ils sont entassés des fois. Ouais. Ils peuvent être 20 dans un 4,5, là, je veux dire, c'est aberrant. Puis, là. Ouais. en termes de... Là, c'est sûr qu'il y a des enjeux sur lesquels ça pourrait être un terrain glissant de s'avancer parce que je connais pas tous les détails, puis je veux pas... Mais tu sais, que ça soit même en termes de soins, ils peuvent fournir des soins quand même relativement bons là, à l'hôpital de Puvernutuk. Oui. Mais s'il y a des enjeux majeurs, il faut que les gens soient amenés par avion à Montréal pour avoir les soins. Ça, c'est d'autres enjeux. Puis, tu sais, même pour les petits villages, ils ont comme ils appellent l'infirmerie ou ce qu'il y a l'infirmière du village. Mais tu sais, elle peut faire une portion des soins. Mais après ça, il faut que les avions viennent de Puvernutuk chercher les gens qui ont besoin d'un service pour après ça revenir à l'hôpital puis essayer d'avoir... Tu sais, c'est pour ça que c'est quand même un gros enjeu de... Ça doit être une énorme logistique gérer tout ça. Puis je sais pas qu'est-ce qui est plus rentable parce que, tu sais, mettons qu'il y a un problème, il faut que le Challenger, qui est comme l'avion médical, si c'est un gros enjeu médical, il faut que le Challenger vienne à Puvernutuk, chercher le patient puis repartir. Mais ça, c'est des coûts... Puis au-delà, tu sais, un peu dans un autre ordre d'idée, mais au-delà de l'aide ou de la quantité de l'aide, je pense qu'il faut qu'on parle de la qualité de l'aide. Est-ce que c'est une aide qui est adaptée? Est-ce que le système judiciaire est adapté à la réalité des Inuits? Est-ce que le système, tu sais, puis rendu là, moi, j'ai pas tu sais, je me positionnerai pas là-dessus dans le sens, tu sais, c'est un gros terrain glissant, mais tu sais, est-ce que la protection de la jeunesse, elle est adaptée? Est-ce que le système scolaire est adapté? Est-ce que c'est plus ça, c'est que il y a de l'argent plutôt, je veux dire, qui est injecté, mais est-ce qu'on a demandé aux Inuits quel genre d'aide que vous voulez? Heureusement, je sais qu'il y a un des centres de santé maintenant que le directeur du centre de santé est un Inuk. Je suis super contente de ça. C'est sûr que je crois qu'il a été mis en place l'an dernier parce qu'avant, même la direction de l'hôpital, c'était fait par... Bon, c'est sûr, c'était toujours en collaboration avec les Inuits, mais c'était dirigé par des Blancs. Donc, tu sais, maintenant qu'il y a une, je vais dire, gouvernance ou une direction plutôt d'un Inuk, ben, j'espère que ça va apporter une nouvelle vision puis des services plus adaptés. Mais ça, je pense que seul le temps va nous le dire. Mais je pense que, davantage d'avoir des services adaptés, là, concrètement. Puis, tu sais, l'aide qu'ils ont, que ça soit vraiment du par et pour dans la communauté. Je sais que de plus en plus dans la communauté, ils vont y aller vraiment à même avec les gens dans la communauté pour s'aider. On va arrêter de demander
de l'aide de la personne extérieure, qui n'a pas notre bagage culturel, puis c'est correct. Je sais qu'en ce moment, dans une des communautés, ils ont le Sober Challenge, bien, ils s'encouragent, puis c'est vraiment go, on se remet en forme, puis pendant tout un mois, let's go. C'est préconisé, puis c'est valorisé de ne pas consommer. T'sais, ça a l'air peut-être banal, puis petit comme ça, mais c'est quand même beaucoup pour une même communauté de se dire, ben, let's go. Pendant un mois, là, on va se concentrer sur autre chose, puis on va mettre notre énergie ailleurs, puis peut-être qu'on va avoir un peu moins de souffrance aussi si on n'est pas si on n'est pas en train de s'il y en a qui sont pas en train de boire. Ben, c'est sûr qu'il y a une volonté. Il y a une volonté qui est là de vouloir faire les choses bien puis de faire les choses différemment quand ça fonctionne pas. Puis quand je faisais référence au fait que oui, il y a beaucoup d'argent investi, mais c'est parce que j'ai souvent entendu le commentaire, malheureusement, de ouais, mais il y a beaucoup d'argent qui est mis dans le Nord. Ouais, oui, il y a beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est vraiment proportionnel aux besoins rencontrés par la population? Et plus là, la question pour moi, c'est pas combien t'en as mis, c'est quoi les besoins de la population, puis c'est quoi qu'on fait pour pallier ces besoins-là. C'est pour ça que je dis oui, il y a beaucoup d'argent qui est mis, mais c'est pas proportionnel aux besoins réels. Mais ça revient un peu à ce que tu as dit tantôt, c'est que les besoins sont plus qualitatifs que quantitatifs. Puis, question comme ça, selon vous, ce serait quoi les distinctions entre les besoins des communautés rapprochées des centres-villes, puis la distinction entre les besoins des communautés qui sont éloignées? Honnêtement, j'ai de la misère à te répondre à la question parce que peu importe la communauté, qu'elle soit rapprochée ou éloignée, je pense que ça va varier. Chaque nation, là, autochtone, peu importe, je pense qu'ils ont leurs enjeux particuliers, puis ils ont leur réalité qui est propre. Fait que c'est vraiment du cas par cas, puis ça, pour moi, c'est un peu plus difficile. Ce qui est peut-être un enjeu sur lequel, plus tu es éloigné, plus les coûts d'infrastructure, plus les coûts de tout ça, ça coûte cher, forcément. Fait que c'est peut-être un enjeu supplémentaire que je te dirais. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, le fait qu'ils soient éloignés, mettons, je vais parler pour les Inuits du Nunavik, mais ça a eu le bienfait de préserver leur culture. En même temps, il y a le contre-coup d'être très isolé, les choses coûtent plus cher. Que ce soit la nourriture qui arrive par avion, que ce soit il y a des choses qui doivent arriver par bateau, que ce soit toutes ces choses-là, c'est une logistique qui est proportionnelle à la distance aussi. Là. Fait que je sais pas c'est quoi les enjeux qui peuvent être... parce que je pense... Le manque de ressources, j'ai envie de dire le manque de ressources, mettons, comparativement aux petites communautés où est-ce que tu as un travailleur social, une infirmière, puis admettons, à l'inverse, si tu regardes Kuujjuaq, je suis pas en train de dire que Kuujjuaq, c'est parfait, je peux pas parler au nom de cette communauté-là, il doit en avoir des enjeux puis un manque de ressources, mais un centre de thérapie pour les gens qui ont des problèmes de consommation, de toxicomanie. Il y en a un au Nunavik. Tout le monde est comme « Oh mon Dieu, ça va beaucoup au nord. Hein? » La pensée populaire de quelqu'un du sud, un blanc, ça va être ça. Bien, comment ça qu'on a juste un centre de thérapie pour les gens qui ont des problèmes, qui ont des problèmes d'addiction? Donc, je pense que moi, ce que je trouve, c'est vraiment le manque de ressources qui va différer versus des gros villages où est-ce qu'il y a encore plus de problématiques, qui a moins... c'est ça, c'est un manque de ressources. Je pense, plus petit village, moins de monde, mais quand même, il manque de ressources. Gros village, un peu plus de ressources, mais quand même, il y a un manque de ressources. Puis après ça, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui doit être similaire de tous et chacun. Là. Que tu sois proche, loin, ou peu importe les besoins, il va toujours avoir l'enjeu de la barrière, justement des chocs culturels. Ça serait utopique de penser qu'on peut arriver avec nos façons de faire à nous, puis de te dire que ça va forcément marcher. Il faut les adapter à leur réalité, il faut les adapter à différentes choses. Fait que tu sois proche ou loin,
autant de part et d'autre, de bien comprendre les intentions de tous et chacun en fonction de c'est quoi la culture, c'est quoi les... Absolument. Ça, je pense que ça reste une barrière qui est peut-être un peu plus uniforme, là, puis que ça vient après ça avec son lot de différences, mais ça, je pense que ça reste un des enjeux primordiaux. Effectivement, je pense que oui, quand tu montes, souvent, on va entendre les nouveaux intervenants, ben ça n'a pas de bon sens, ils font telle affaire, ou, je sais pas, moi je donne un exemple, ça n'a pas de bon sens, l'enfant de 5 ans s'occupe de son petit frère de 2 ans. OK, mais pourquoi ça n'a pas de bon sens? Ben, ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas chez toi, peut-être, mais eux... C'est ça. Eux, ici, ben, faut changer de lunettes, faut changer de vision, puis il faut vraiment s'adapter. Mais c'est facile de tomber dans ce piège-là aussi parce qu'on vient avec notre code culturel, bagage génétique, Puis, un exemple par rapport à ça, à un moment donné, il fallait que j'appelle à l'hôpital au Children, ou en tout cas, je pense que c'était au Children, puis... Je reçois une plainte d'une infirmière du Children par rapport au fait qu'il y a la fille qui accompagne un jeune qui est hospitalisé, elle est inadéquate. On me transfère les informations, je rappelle la fille. Puis, une des choses qu'elle me dit, c'est parce que c'est très mal propre. Je dis, ben, de quoi c'est très mal propre dans la chambre? Elle dit, ben, les vêtements sont tous sortis, sont éparpillés. Je dis, ouais, mais des vêtements éparpillés, c'est pas tout le monde qui utilise des commodes, là. C'est pas un motif de signalement, je veux dire, culturellement parlant. Le linge ne sera pas placé sur des cintres. Tout bien placé, des choses comme ça. J'ai dit ça, c'est pas un motif de négligence, c'est pas un motif de... Peu importe la couleur de la personne, ça. Ouais, non, mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire... Ouais. Toutes les chambres d'adolescents ressemblent à ça. Ben, c'est ça, mais tu sais, j'ai quand même reçu un signalement pour ça. Ben, il y avait d'autres choses connexes qui je pense que ça se dit pas parce qu'il y avait à la limite honte de racisme dans les propos tenus, mais tu sais, ça restait quand même un des éléments qu'elle me nommait. J'étais comme, ben, OK, mais c'est pas... je veux dire, culturellement parlant, pour moi, ça, c'est pas un motif qui va faire en sorte que je vais le retenir. Là. C'est pas pertinent. J'avais une question. Au début, avant de commencer, Ricky, tu m'as corrigé sur les mots, puis comment c'est quoi... C'était de l'éducation populaire. Oui, c'était bien intentionné. Je l'ai pas vraiment chicané. C'est même pas pour ça que... En fait, je l'utilise comme pont. Je te taquine. Est-ce que maintenant, vous vous voyez un peu comme des ambassadeurs de... Maintenant que vous êtes ici, quand vous êtes dans le Sud et que vous entendez des propos qui sont erronés, est-ce que vous ressentez un peu un besoin de faire comme... Non, hey, corrige-toi, c'est pas comme ça? Oui. Oui, absolument. J'ai pas la prétention de dire que je suis peut-être pas... j'ai pas la prétention de dire que je suis ambassadrice, mais c'est un combat... je suis intervenante. C'est un combat que j'ai décidé de mener. Je sais choisir mes batailles aussi, mais quand je vois des aberrations, je me permets de le dire dans un souci, pas de dire j'ai raison, mais de dire OK, attends une minute. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation qui reste à faire. Puis, ouais. Un peu comme tu disais, commenter les statuts de Radio-Canada pour les corriger. Oui, Radio-Canada, Inuit, pas de S. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est l'autocorrecteur le met, mais tu sais, c'est des petites choses. Un Inuk, des Inuits. Ouais. Mais ouais, pour moi, oui, c'est important. C'est important. Je pense que j'ai l'intensité de mon parcours qui était du moment que j'ai été là m'a laissé une impression sur moi tellement vive que il faut que je le fasse. Comme Ricky, je dirais pas que je suis ambassadeur là, parce que je trouve que ça serait gros, mais c'est sûr que moi je trouve que j'ai été privilégié de pouvoir aller là-bas, puis de pouvoir constater de mes yeux, puis de partager plusieurs choses là-bas. Fait que si j'ai l'opportunité... Je suis loin d'être parfait, puis, tu sais, c'est pour ça que je vais des fois essayer de sensibiliser. Parce que je comprends que des fois, il y a des commentaires qui peuvent être faits dans un contexte ou dans un autre. Je pense qu'il y a de l'éducation qui doit être faite. Fait que si j'ai l'opportunité, je vais le faire. Puis
je me dis, moi, il y a certaines personnes avec qui j'étais encore en contact là-bas. J'ai été privilégié quand même de les côtoyer. Fait que c'est comme, à mes yeux, la moindre des choses, un peu. De leur rendre ça en corrigeant si possible à certains moments. Tu sais, je fais pas non plus la police de la correction de ce qui se passe à toi et place. Là. Mais si ça arrive sur une conversation, tu sais, avec quelqu'un que je connais ou quoi que ce soit, ben, je vais essayer de profiter de l'opportunité pour faire un peu d'éducation, de la sensibilisation. C'est plus à cet égard-là. Puis, c'est ça. Malheureusement, le temps file à toute allure. Dernière petite question pour vous deux. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui désirerait un jour faire un mandat comme celui que vous avez fait? Ben, il y a deux choses. Moi. Un, d'y aller en toute humilité. Ben, le premier, c'est... Ouais, attends, je vais leur faire. Le premier, c'est va pas là-bas en sauveur. Il y a personne qui va sauver personne. Si tu t'en vas là-bas en pensant que toi, tu as la façon de faire puis que tu vas sauver tout le monde, tu vas taper ton mur puis tu vas être déçu. Ouais. Puis une certaine forme d'humilité de part et d'autre. Dans le sens où il faut être sensible à ce que les Inuits vivent, à leur situation puis tout ça. Puis ça se peut que des fois, dans certains contextes, tu sois face avec des collègues et que tu n'es pas sûr de leur intervention, tu n'es pas sûr de où ce qu'ils s'en vont avec l'intervention qu'ils sont en train de faire. Il faut être sensible aussi à être capable de reprendre les situations avec les gens pour comprendre c'était quoi l'intention qui était derrière, puis essayer de s'entraider entre nous, parce que des fois, dans les chocs culturels, c'est pas toutes les choses qui sont faites de mauvaises intentions, mais des fois, même une intention noble peut mener à quelque chose de blessant ou quoi que ce soit. Fait que ça soit d'être capable d'être ouvert à reprendre les choses, puis essayer de comprendre d'où ce qui viennent parce que tout le monde vient pour aider. Il y a plusieurs personnes à qui tu vas aller pour aider, mais c'est pas tout le monde qui va tout le temps faire les choses de la même façon que toi, tu aurais voulu le faire. Fait que c'est d'avoir cette ouverture-là, de comprendre que c'est un choc culturel pour tout le monde. Oui. Fait que c'est un peu... je pense que ce serait comme les deux conseils que je donnerais. Moi, ça serait aussi l'humilité. Quand tu as posé la question, c'est la première chose. Fait que, tu sais, vas-y humblement. Allez pas au Nord en vous proclamant des experts puis dire, OK, c'est ma façon de faire, puis moi, je vais aider tout le monde. Non, tu vas effectivement pogner ton mur, comme on dit. Permettez-vous d'apprendre, parce que la meilleure chose en faisant de l'intervention culturelle, premièrement, c'est de savoir, c'est d'apprendre sur la culture. Fait que c'est sûr, il n'y a aucun livre qui peut, ou de film, ou de podcast, il y a pas assez d'informations qu'on peut avoir au niveau académique qui peut nous préparer à l'expérience du Nord. C'est le fun, c'est super de se préparer. Je trouve que c'est une bonne chose, mais permets-toi d'en apprendre une fois rendu là-bas. Puis moi, je dirais aussi, on n'a pas parlé, mais ce qu'on appelle les community workers, c'est une mine d'or d'informations, de ressources et de support. Les community workers, c'est les gens, les Inuits de la communauté qui travaillent soit à l'hôpital comme interprète, aux services sociaux comme intervenant, aide intervenant, et même à la protection de la jeunesse. Si vous montez au Nord en tant qu'intervenant, liez-vous à ces gens-là parce que eux, ils font toute la différence. Et puis eux, là, quand vous partez, là, parce que votre séjour au Nord n'est pas défini, vous êtes juste là de passage. Mais eux, ils vont être là demain. Ils ont été là hier, ils vont être là demain, puis ils vont être là dans 10 ans. Fait que, selon moi, ça serait une bonne... se montrer intéressé au final. Se montrer intéressé, puis de travailler vraiment en équipe avec eux, parce qu'ils en connaissent beaucoup, puis souvent, on prend ça pour... puis c'est chez eux on prend ça pour acquis. Ouais, ils connaissent. C'est leur communauté. C'est ça. Écoutez... Génial. Ricky Lynn, c'était... Trop court. Oui, non, malheureusement, il faudrait faire part 2. On est prêt, on veut une deuxième invitation. C'était franchement incroyable de vous avoir ici. Moi, j'ai appris beaucoup et ça a redoré une image, je pense, pour beaucoup de personnes d'un endroit qui
qui est trop mal perçu. Oui. Que ce soit dans les médias, dans la culture populaire et tout. Puis vous en avez fait une peinture très vraie. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je vais seconder Merci. tous les propos de Miles. Vous êtes 2 mines d'or, puis vous nous avez appris des 1001 trucs qu'on n'était pas au courant depuis votre arrivée. Alors pour ça, au nom du forum et de nous deux, merci de votre présence. Merci, franchement. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Nakormik, comme on dirait en Inuktitut. Puis merci de nous avoir laissé la place aussi de pouvoir en parler. Là. C'est bien. Merci.